SNC Lavalin, qui s'appelle maintenant Atkins Realis, nous ont appelé pour un appel d'offres pour s'occuper d'un town hall à qui on veut parler à nos 37 000 employés. Rempli l'appel d'offres, ils nous répondent « Parfait, vous avez gagné. » Super, ça arrive souvent. Parfait, fait que là, ils nous font un meeting, puis il y a genre 15 personnes sur l'appel, d'un premier appel d'appel d'offres, ce qui est rare. Fait que là, on arrive sur le meeting, il était comme « Bon, parfait, vous avez gagné l'appel d'offres, mais pas pour ce que vous pensez. Vous avez gagné l'appel d'offres parce qu'on change de nom dans 8 semaines, puis il faut faire un événement planétaire pour 37 000 employés. » Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Je m'appelle Léo Brunet, je suis le cofondateur de Vision Dev, notre entreprise d'investissement privé en immobilier au Québec. Sur le chemin de bâtir notre portefeuille immobilier de rêve, j'interviewe des entrepreneurs, des visionnaires, des gens avec des parcours atypiques qui viennent sur le podcast nous raconter comment est-ce qu'ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui et quelles leçons est-ce qu'ils ont acquises qui leur permet de performer au niveau qu'ils performent aujourd'hui. Et surtout, c'est des astuces et des trucs qui viennent nous donner qu'on peut après appliquer dans nos propres business et que vous, chers auditeurs, pourrez également utiliser dans vos vies. Notre invité d'aujourd'hui a des clients qui la mandatent pour faire certaines de leurs plus grandes annonces, que ce soit à l'externe auprès de leurs actionnaires ou auprès du grand public, ou bien à l'interne auprès de leurs employés. Certains de ces clients-là, vous les connaissez très bien, c'est les géants du Québec. On parle de Atkins Realis, anciennement SNC Lavalin. On parle de Desjardins. On parle d'Hydro-Québec. Et ils vont mandater mon invité d'aujourd'hui pour organiser des événements. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Chou Plamondon qui a racheté OPC Événements en pleine COVID, un pari risqué et visionnaire, mais qui lui donnait l'occasion de restructurer une de ses grandes firmes événementielles de Montréal. Elle est également venue sur le podcast nous raconter son acquisition d'un des plus beaux locals et des plus branchés et cool locales d'événements à Montréal. Elle vient également nous raconter comment est-ce que de Ski Bum, elle s'est retrouvée à la tête de ces différentes organisations-là et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à faire autant de contacts parmi certains des plus grands CEO de notre province. Et elle vient nous raconter aussi comment est-ce qu'elle a démarré sa troisième entreprise avec sa fille l'année dernière, une crèmerie complètement réinventée qui a fait beaucoup parler d'elle dans les médias. Pour moi, c'est une réunion avec une ancienne amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps. On avait beaucoup de rattrapage à faire et j'ai été très agréablement surpris et surtout impressionné par le parcours de Marie-Chou et tout ce qu'elle a appris à travers ces différentes business-là. C'est une femme bouillante d'énergie, c'est une femme drivée. D'ailleurs, elle a été nominée pour le prix des femmes d'affaires du Québec dans la catégorie Impact en 2023. Et elle fait pas mal parler d'elle dans les médias. Donc, vous ne voudrez pas rater cet excellent épisode avec Marie-Chou Plamondon. Et maintenant, un petit mot de la part de nos chers commanditaires. Les gens viennent souvent me voir pour me demander par où est-ce que je commence si je veux me lancer dans l'investissement immobilier. Je vais toujours recommander le CIQ, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, parce que pour nous, c'est là que tout a commencé, puis c'est le club le plus établi au Québec. Puis on peut dire que ça a bien fonctionné pour nous. On a acheté pour plus de 20 millions de dollars en investissement immobilier, c'est une centaine de portes, on a bâti 2 fonds immobiliers. Bref, vous voyez l'image. Au club, on a appris plein de choses comme comment dénicher les meilleures opportunités, comment les analyser comme un pro en utilisant des chiffriers, comment structurer un deal avec des partenaires, comment travailler avec l'argent des autres quand on n'a pas nécessairement les mises de fonds requises quand on commence dans l'immobilier. Bref, tout ce qui est nécessaire dans un coffre à outils d'investisseurs immobiliers. Puis c'est pas tout, c'est également une communauté. Comme je disais, c'est super important de s'entourer des bonnes personnes. On le dit toujours, tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Mais le club, c'est ça. C'est une façon de s'entourer des personnes qui sont déjà rendues là où tu voudrais et poser tes questions. Pour vous, chers auditeurs, le club offre une promo. Vous avez simplement entré le code promo VisionDev sur leur site web quand vous voudrez acheter plusieurs de leurs produits comme leurs livres ou accéder au mensuel qui est un événement de réseautage à ne pas rater où on est toujours présent, leur formation, les voyages dans le sud, etc. Et on a déjà, nous, tout consommé ça, puis c'est de l'excellente qualité. Donc, encore une fois, utilisez le code promo VisionDev pour accéder au club d'investissement immobilier le plus établi au Québec. Donc, Marie-Chou, bienvenue sur le podcast. Très content de t'avoir. Merci de me recevoir, Léo. Dans la tempête de neige, oui. Ça va timestamp l'entrevue. On a vraiment beaucoup de neige dehors, c'est de toute beauté.
Je voulais commencer avec une petite question sur ton parcours chez OPC. Je dirais, c'est un de tes gros projets entrepreneuriaux de ton parcours et vous avez créé pour plus de 1200 événements. Tu me disais maintenant beaucoup plus que ça. Vous avez fêté les 20 ans d'OPC, l'entreprise que tu as rachetée, et vous en avez même fait à l'extérieur du pays. Tu me mentionnais Paris, Miami. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment après tout ce parcours-là entrepreneurial? C'est une bonne question. On commence dans le vif du sujet. En fait, qu'est-ce que je ressens de ce parcours entrepreneurial-là? Je pense que je pourrais te dire aujourd'hui plus que jamais que je suis sur mon X. Puis là, ça va venir avec la question, mais comment tu te sens sur ton X? Là? Puis, tu sais, je pense qu'on va l'aborder un peu plus loin dans la discussion de comment je me suis rendue là. Mais je pense que la somme de toutes mes expériences des dernières années, de ma carrière jusqu'à maintenant, là, parce que, bon, j'ai de l'âge, donc de l'expérience, m'a amenée là. Puis je suis vraiment sur mon X parce que, pour moi, présentement, je crée des choses qui ont de l'impact pour des humains. Puis je pense que ça, fondamentalement, ça fait partie de mon DNA de faire des choses pour les humains. Je pense que c'est ma mission même de vie, d'améliorer les relations, les humains. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important, puis tout part de là. Fait qu'aujourd'hui, comment je me sens? Je me sens privilégiée, en fait, là, d'être où je suis présentement. Je me sens privilégiée aussi d'avoir rencontré beaucoup de beaux humains dans les dernières années qui m'aident à m'élever, qui m'aident à avoir une vision plus claire, avoir une vision différente, des gens qui me challenge. Fait que, tu sais, ce que j'en retire aussi, puis j'en retiens aujourd'hui, c'est, entourons-nous des bonnes personnes. Là. Puis ça pourrait être ma conclusion, en fait. Là. On commence comme ça, mais je pourrais finir aussi comme ça tantôt. Puis je pense que c'est une boucle. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Puis je pense qu'à la fin, on est content de s'entourer de bonnes personnes. Je pense que... Voilà. C'est merveilleux. Donc, ce que tu ressens, c'est une confirmation que tu es au bon endroit. Puis ça, c'est... J'en parle souvent, j'adore le développement personnel, j'en parle souvent sur le podcast. Le succès, selon moi, c'est d'être aligné avec ses valeurs. Puis ça prend de l'expérience pour bien identifier ces valeurs-là, puis ça prend du courage pour s'aligner avec ces valeurs-là. Oui, puis ça prend du temps aussi. Tu sais, j'ai envie de te dire... beaucoup les gens sont à la consommation présentement, puis là, ils veulent faire ça, puis ils veulent avoir du succès tout de suite, là, tu sais, mais les chemins, puis j'en suis l'exemple première, tu sais, que les chemins peuvent être sinueux, on peut revenir sur la même place 2 fois, puis repartir, puis revenir, mais à un moment donné, tu vas te rendre à la bonne place, tu sais, il faut des fois être patient. Je pense que les gens, en général, sont peut-être de plus en plus impatients, puis ils veulent ça tout de suite, mais il faut croire aussi en notre instinct, puis de où la vie nous mène pour culminer plein de petites expériences qui nous amènent sur notre X. Là. Persévérer. Tout à fait. Tu as été nommée finaliste pour le prix Femmes d'affaires du Québec. Félicitations, 2023. Merci. La catégorie, c'est entrepreneur d'impact ou nouvel entrepreneur. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi, cette nomination-là? Qu'est-ce que ça a représenté? Tu sais, en fait, c'est sûr, beaucoup de fierté. Puis, tu sais, même l'année d'après, j'ai essayé encore ce concours-là dans une autre catégorie, puis j'ai pas été choisie. Là. Fait que, tu sais, dans le sens que pour moi, c'était une tape dans le dos, là, je te dirais. Tu sais, fait que ça, c'est 2023. J'ai acheté officiellement OPC en 2021. Fait que 2 ans dans l'industrie. Tu sais, avant ça, j'œuvrais plus dans l'industrie du ski, puis j'étais plus comme sur la Rive-Nord, dans des domaines un peu plus, mettons, silencieux. Pour moi, c'était mon arrivée sur Montréal, dans la communauté d'affaires de Montréal. Puis je suis comme, OK, après 2 ans, comme mon nom est choisi, tu sais, je suis reconnue pour ce que j'ai fait, fait que je dois faire des choses de bien. Là. Fait qu'on dirait, ça m'a quand même... donner l'envie de continuer, de dire, je fais les bonnes choses, tu sais. Mais essentiellement, c'est ça, là, tu sais, j'étais comme nobody. Je suis arrivée sur Montréal en 2021. J'achète une business. 2 ans après, je suis comme un entrepreneur d'impact, un nouvel entrepreneur. Ah oui, puis ce prix-là ce serait quoi mon nom? Mais tu
es à côté de des noms comme Jeannette Bertrand, là, dans ce... Oui, là, on va repeser les choses. Jeannette Bertrand était là cette année pour faire un speech, là, mais tu sais, ça reste que, oui, il y a des grandes entreprises, il y a plein de catégories. C'est toutes des femmes admirables, puis c'est des femmes qui essaient aussi de faire leur place sur le marché, pas sur le marché du travail, mais leur place comme entrepreneur. Puis, tu sais, c'est une belle communauté, là. C'est quand même beau à voir. Mais loin de moi. Moi, je suis pas une féministe là, finie du tout. Là. Je suis vraiment presque dans... En fait, j'ai envie de te dire juste show what you can do. Là. Je suis pas comme les femmes doivent avoir une place. Faites la place parce que c'est une femme. Là. Je suis vraiment pas, moi, Je suis pas féministe, mais j'aime les choses au féminin. Il y a comme une différence, je trouve, entre... Puis, il manque un peu de féminin souvent en affaires, dépendamment comme des dans vos industries. bureaux ici. J'ai vu ça quand je suis arrivée. On pourra en reparler de comment est-ce qu'on recrute chez Vision Dev, mais s'il y avait des femmes qui se présentaient à nos bureaux, comme on a des jeunes hommes ambitieux qui se présentent à notre bureau, on serait super ouverts. Mais peut-être qu'il manque des pionniers ou il manque d'exemples pour en inspirer d'autres. Puis toi, t'en es une, donc félicitations. Puis j'imagine que le prix reconnaît ça, entre autres. Entre autres, oui. Puis... une des raisons pour laquelle je trouvais ça super cool de t'avoir sur le podcast, c'est pour parler de comment tu as traversé la pandémie à la tête d'une entreprise d'événementiel dans une période où les rencontres en personne n'étaient plus possibles. Je pense que ça va faire une histoire super intéressante à décortiquer, puis voir les décisions que vous avez prises, puis les solutions que vous avez trouvées. Et aussi... l'avènement de l'intelligence artificielle, l'impact que ça va avoir sur les rencontres en personne, tout ce qui est création de contenu, partage, communication va être transformé de manière assez importante. Puis je pense que l'événementiel va avoir un rôle très important dans cette nouvelle ère-là. T'es visionnaire, Léo, parce que, entre autres, dans mon quotidien, là, je donne la formation sur de la stratégie événementielle, puis on parle justement du futur, puis de l'intelligence artificielle, tout ça. Puis on dit, on prédit, là, pas moi, je prédis, là, mais on prédit que, en fait, l'événementiel va avoir une grande place dans les prochaines années. Tu sais, elle a déjà une grande place dans les corporations, dans les corporations, les entreprises, les rassemblements, puis tout ça. Puis pourquoi avoir une plus grande place? Parce que, justement, il y a tellement de contenu présentement. Les gens différencient plus le vrai du faux dans les contenus, mêlés à l'intelligence artificielle. Fait que, tu sais, l'événementiel, c'est l'authenticité, là, ce que tu vois. Tu sais, ça peut pas être inventé, ce que tu vois en avant de toi sur le stage. Je sais pas, ça n'a pas été monté, remonté. Jusqu'à ce qu'on puisse faire des bons hologrammes. Mais on en fait. Il y en a, by the way, on en fait. Tu sais, beaucoup de clients nous demandent, OK, de l'intelligence artificielle, on a fait l'année passée, fun fact, c'était vraiment drôle, là, mais tu sais, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais il y avait, les gens interagissaient avec quelqu'un qui était comme un personnage. Puis là, ils pouvaient poser des questions, puis la personne interagissait. Mais tu sais, nous, on a seté up que c'était quelqu'un chez eux qui avait un micro puis qui répondait, là. Mais il y a des hologrammes qu'on fait aussi sur la scène. Il y a des choses comme ça. Mais tu sais... c'est ça. Fait que de plus en plus, les gens vont vouloir s'accrocher à des choses authentiques, des discussions authentiques, des moments partagés authentiques. Fait que oui, l'avènement de l'intelligence artificielle puis du contenu, c'est chouette, mais tout ce qui est événementiel, les gens vont vouloir se raccrocher à ça parce qu'ils vont vivre quelque chose de vrai. Puis des choses qu'on vit de vrai, il y en a de moins en moins. Puis on le voit aussi beaucoup dans nos événements, nos clients, puis ça c'est un de nos rôles aussi. De créer des moments de connexion dans les événements. Il y a beaucoup des clients, des fois, qui arrivent parce qu'ils veulent, mettons, avoir un retour sur investissement de leur journée d'événement, puis là, ils mettent du contenu. Là. Une conférence là, un panel, une conférence, un panel, un dîner, là. Puis on est comme, wow! Les gens ont besoin de discuter. Les gens ont besoin de connecter. Les gens ont besoin de moments, même, il faut faire, mettons, des zones tranquilles maintenant dans les événements parce qu'il y a des gens qui veulent comme se retirer parce que, le monde travaille beaucoup à la maison. Fait que, dans un événement, il se passe beaucoup de choses dans une journée. Fait qu'on fait même des zones tranquilles pour que les gens puissent juste comme se déposer. On crée des moments de connexion, on crée des moments d'échange puis de réseautage parce que, le réseautage, encore là, un peu cold call, là, genre, salut, moi, c'est Léo Brunet, je travaille à Vision Dev.
le monde de moins en moins, il aime faire ça. Là. Moi, la première, là, pour de vrai, ma mort, c'est d'aller dans un... Puis je suis en événementiel. Là. Ma mort, c'est d'aller dans un cocktail. Tu m'envoies dans un cocktail tout seul. Tu connais personne. Puis je connais personne. C'est ma mort. Je vous le dis. Puis là, tu sais, cordonnier mal chaussé, là. Mais Mais c'est simple. Tu vas voir quelqu'un qui est sur son cellulaire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelqu'un qui a personne à qui parler puis qui fait semblant d'être occupé sur son cellulaire. Puis là, soudainement, t'es un sauveur. Puis la personne va sauter sur toi pour faire comme « Salut! » Ben oui, finalement, j'ai quelqu'un à qui parler. J'étais allée à un événement, j'étais toute seule, la fille aussi. Puis là, genre, on s'est pas lâché de la soirée. Là, elle était comme... Moi, j'ai ça, puis je suis comme moi aussi. Fait que je me suis fait une nouvelle amie. Mais tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, on l'utilise en événementiel, on l'utilise comme pour faire des voix off ou des voice of God. Là, je sais pas si ça dit quelque chose. Là, mesdames, messieurs, prenez place, ça commencera dans 5 minutes. Avant, c'était vraiment quelqu'un au micro qui faisait ça dans la régie. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Ça supporte. On fait aussi des musiques, des chansons, des fois juste comme des walk-in pour faire rentrer les gens ou pour vivre une expérience. On prend l'intelligence artificielle pour faire ça, mais le reste, ça reste que c'est des connexions humaines. Ça reste que c'est ce qu'il y a sur le stage, puis les gens vont aller chercher de l'authenticité dans les événements. Voilà. Puis on produit du contenu à vitesse lumière aujourd'hui. Vraiment. Tellement, il y en a de plus en plus que... Si on veut vraiment que nos radars tombent, nos radars à ce qui est fake ou ce qui est manipulé ou ce qui essaye de nous manipuler pour les faire tomber, ça va être en personne qu'on va être le plus confortable. Tout à fait. Puis de plus en plus, les événements, nos clients nous demandent beaucoup, là, ils veulent vivre des expériences authentiques, ils veulent vivre des choses, fait que nous, ça nous amène, oui, à l'intelligence artificielle, mais après, nous, ça nous amène aussi à se dépasser, puis les gens veulent aussi, quand ils sortent, ils veulent vivre une expérience. Les gens veulent plus se déplacer, dire « Ah, il y a puis vous le disiez, j'ai écouté ton entrevue avec ton associé, vous alliez dans des conférences, « Ah, venez, c'est gratuit, tout ça. » Mais t'as plus le goût d'aller là, dans le sens que les gens, quand tu veux te déplacer, quand tu prends ton temps pour te déplacer dans un événement, tu veux vivre quelque chose. Tu veux pas juste que ça soit one way non plus. Là. Tu veux sortir de là, puis tu veux avoir dit hey, j'ai vécu ça aujourd'hui, puis c'était vraiment nice. Mais ça, c'est notre job, de trouver ça, puis de réinventer ça, puis de pousser. Puis j'ai des clients, ils font 2 événements par année, puis il faut réinventer, là, parce que ça revient 2 fois par année, cet événement-là, puis ça peut pas être du copy-paste, là. Fait que... Puis on fait pas ça chez nous, en fait. Là. On fait pas la même recette. Tout le monde a sa recette à lui, ses épices à lui. C'est selon les stratégies, les objectifs d'affaires du client. Là. Fait que, voilà. Fait que vous avez des gros clients. Tu me mentionnais Hydro-Québec. As-tu d'autres clients qu'on pourrait connaître? Bien, absolument. L'Université de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Desjardins d'entreprise. On a des grosses associations. Puis des fois... C'est des événements de combien de personnes en moyenne? Les plus gros, les plus petits? Je te dirais que nous, on joue en du 200 puis du 2000, mettons. Là, c'est un gros range, tu vas me dire. Là, puis on fait à peu près 70 événements par année. Puis, aujourd'hui, quand je me préparais, je pensais à ça. C'est plus d'un événement par semaine. Ouais, non, c'est. Il y a des semaines, parce qu'il y a des pics événementiels, là, c'est vraiment 2 saisonnalités. Il y a des semaines, on livre 4 événements dans la semaine. Je suis chanceux de t'avoir en ce moment. Oui, vraiment. On est dans le gros pic de la saison. Mais là, c'est les équipes qui font la magie, dans le fond. Mais, puis, c'est des budgets de 200 000 à 1,5 million par événement, là. Fait qu'on gère des gros budgets événementiels, là, il y a des grosses corporations qui nous mettent beaucoup d'argent entre les mains pour faire leur événement. Fait que des fois, les gens oublient ça. Puis je jasais de ça sur un autre podcast, justement, avec les coms. Puis souvent, mettons, en placement média, une compagnie va dire « Ah, j'ai 500 000 pour l'année pour que tu places mon média, mes pubs, puis tout ça. » Ben nous, pour un événement, pour une journée, le même client peut nous donner 1 million, là. Fait que c'est un outil puissant, l'événementiel. Puis les gens, ils pensent qu'on met des ballons, puis prend un verre, une bouchée, puis c'est ça de l'événementiel. Ouais, c'est pas des parties de bureau, là. C'est pas ça qu'on fait chez OPC. Il y en a, là, qui font ça, puis c'est bien correct, puis il en faut. Mais nous, on est vraiment dans la stratégie, dans la vision, dans faire vivre une expérience, créer un impact, puis rallier ça à des objectifs d'affaires, là. On se dit des alliés d'affaires, là. C'est ce qu'on est pour nous. Donc, Hydro-Québec, par exemple, va organiser un événement pour
des Ben, eux autres, clients? nous, mettons, on fait de l'événementiel Hydro-Québec pour surtout à l'interne, les OK. employés. Tu veux dire, bon, ça vient bien distinguer interne, externe. Ouais. Votre marché, votre chiffre d'affaires est plus interne, externe, Je te dirais que c'est moitié-moitié. partagé. Je te dirais peut-être 60 externes, 40 internes, mettons. OK. Je te dirais là, en termes de portefeuille de clients. Fait que de l'interne, on est vraiment sur de la mobilisation, de la rétention, de l'information, passer des stratégies puis tout ça. Puis sur de l'externe, ben on va penser à des congrès, des conférences, de l'associatif là, qui font des congrès pour leurs membres. Donc, je te dirais que c'est assez balancé, mais on a vraiment une tendance, surtout depuis qu'on a racheté en 2021, de rallier ça vraiment stratégiquement. C'est ce qui m'allume, puis je suis au développement des affaires, puis à la stratégie de l'entreprise, mais aussi aux stratégies événementielles chez OPC dans mon rôle. Fait que c'est sûr que moi, je fouille pour ça, je cherche ça, puis c'est ce qui m'allume. Puis j'ai une chance dans ma job d'avoir le nez ou les yeux dans beaucoup de grandes business à Montréal. Je sais ce qui se passe, je sais ce qui s'en vient. Il y a des mandats, je suis sur NDA présentement que je peux pas trop te dire, mais il y a des grandes choses qui s'en viennent, puis on travaille là-dessus par en arrière. Tout ça pour dire que j'ai la chance quotidienne d'avoir des grosses discussions stratégiques avec beaucoup d'entreprises, des Hydro-Québec, des jardins. Fait que les autres, ils ont une intention de faire quelque chose. Puis là, nous, on regarde avec leur équipe de com ou pas comment on bâtit des choses, comment on arrive à livrer un message, comment on arrive à créer l'impact selon les objectifs d'affaires. Fait que je te dirais que tu me demanderais ce que j'aime le plus de ma job. Je pense que c'est ça, d'avoir ces discussions-là stratégiques. Voir les coulisses de plein d'entreprises. Ben, tu sais, c'est un peu une de mes grandes motivations derrière ce podcast-là, c'est d'avoir un peu accès aux coulisses de toutes sortes d'industries, mais tu vois, toi, par ton rôle, tu y as accès, puis c'est un beau privilège. Là. Vraiment, tu sais, je pourrais faire un podcast avec tous les gens, tous mes clients. Je pense à ça. Non, mais tu as une belle liste d'invités. Oui, j'ai une belle brochette, mais ouais. Puis ça fait que, tu sais, on parlait tantôt de relations puis de bien entourer, ben ça fait que par ma personnalité, ben je développe un lien, oui, d'affaires, mais un lien de confiance, un lien. Puis, tu sais, ces clients-là, des fois, je les appelle pour d'autres choses ou on les sollicite pour d'autres choses. Ça fait un beau réseau élargi, diversifié aussi. Là, tu sais, je suis pas juste. Puis c'est pas péjoratif à vous, mais excuse, je suis pas juste dans l'immobilier, mettons. Là, tu sais, je fais de l'événementiel, mais toutes sortes d'industries. Ah, super intéressant. Ouais. Puis tu me dirais, ton événement le plus flyé ou dont tu es le plus fier qu'on a fait, que vous avez fait, ça ressemble à quoi? Je vais te conter cet événement-là, puis ça, c'est capoté pour de vrai. Non, c'est fou. Écoutez ça. Il y a 2 ans, 2023, SNC Lavalin, qui s'appelle maintenant Atkins Realis, nous ont appelé pour un appel d'offres pour dire est-ce que vous pouvez nous faire, parce que moi, on répond à beaucoup d'appels d'offres, un appel d'offres pour s'occuper d'un temps hall à qui on veut parler à nos 37 000 employés. Fait que là, on remplit l'appel d'offres. Ils nous répondent parfait, vous avez gagné. Super, ça arrive souvent. Mais là, parfait. Fait que là, ils nous font un meeting, puis il y a genre 15 personnes sur l'appel. D'un premier appel d'offres, ce qui est rare. Fait que là, on arrive sur le meeting, il était comme, bon, parfait, vous avez gagné l'appel d'offres, mais pas pour ce que vous pensez. Vous avez gagné l'appel d'offres parce qu'on change de nom dans 8 semaines. Dans 8 semaines, on change de nom, puis il faut faire un événement planétaire pour 37 000 employés. Puis là, on était comme... En 8 semaines. En 8 semaines. Wow. We made it. On l'a fait. J'ai travaillé cet été-là. Tu sais, ça, c'est arrivé. Ils nous ont dit ça au mois de juillet, puis c'était pour livrable au mois de septembre. J'ai travaillé, littéralement 40 heures semaine sur ce projet-là avec ma collègue Joanie. Puis on avait 2 autres personnes, un réalisateur, full famous, puis une autre personne technique. On était les 4 à temps plein à travailler là-dessus pendant
8 semaines pour livrer un événement diffusé mondialement pour changer de nom. Puis c'est quand même majeur, là, SNC-Lavalin qui changeait de nom pour Atkins Realis. C'est une compagnie à la bourse, en plus, fait qu'il y avait comme des impacts de changement. Puis on annonçait ça la veille du changement à la bourse. Fait qu'il y avait aussi tout ce risque-là. Il y avait le risque de comment on pénètre dans 37 000 employés puis qu'ils reçoivent ce message-là du CEO. Fait qu'on a monté un gros événement au Palais des Congrès ici à Montréal. On a fait un méga studio, genre live. On voulait faire venir David Saint-Jacques, l'astronaute, il n'était pas disponible. Fait qu'on a fait venir Farah Alibé, qui travaille à la NASA. C'est elle qui a fait atterrir le petit robot, l'hélicoptère sur Mars. Puis c'était dans notre pitch. En fait, on a gagné le pitch parce qu'on leur avait dit, encore là, on parle de stratégie événementielle. On leur avait proposé David Saint-Jacques parce qu'on a dit, on va vous trouver un MC qui est une des seules personnes qui a une vue d'ensemble sur tous vos employés, sur vos 37 000 employés mondialement. T'sais. Puis on a gagné l'appel d'offres par cette slide-là. Parce qu'on avait compris qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Puis c'est simple. Des fois, on essaye de faire une grosse affaire, mais on leur avait juste prouvé en une slide qu'on comprenait ce qu'ils voulaient faire puis l'importance. Puis, fait que là, on a fait venir Farah Alibé, qui est, elle, une ingénieure femme. Puis c'est beaucoup le milieu de l'ingénierie, c'est très masculin. Fait que là, on était déjà dans la diversité. C'était fou, là. On les a convaincus. Ils voulaient pas au début. Puis moi, je parlais directement avec le CEO d'Atkins Realis SNC-Lavalin, le big guy mondial, là. Genre, j'ai eu des meetings avec lui là, pour un peu vendre ce qu'on voulait faire. Là. Puis on voulait commencer avec une ouverture de danse. Puis là, il était comme, vous êtes malade. Là, comme moi, comment vous voulez commencer avec de la danse? T'sais? Genre, c'est pas comme dans leur... C'est pas dans leur vibe. Ouais, on n'est pas aux Jeux olympiques. Non. Mais on est allé voir la troupe. Nous, on croyait vraiment à notre idée. On est allé voir la troupe de danse. On a monté un vidéo explicatif de qu'est-ce qu'on avait en tête. Juste pour pitch l'idée au client. Puis parce qu'on croyait vraiment à cette idée. Puis quand il a vu la vidéo puis ce qu'on avait en tête, il a dit oui. Puis tu sais, je te l'enverrai là, on the side, là, le vidéo recap de cet événement-là, puis le pourquoi on a fait cette vidéo de danse. Parce que les autres, ils amenaient 4 nouvelles couleurs à la business. Puis on a mis 4 danseurs de styles différents qui étaient habillés en la couleur. Mais les gens, quand ils sont arrivés là, à l'événement, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre, tu comprends? Puis les autres étaient habillés genre en noir et blanc, beige. Puis là, ils dansaient. Puis là, à un moment donné, il y avait un popper qui dansait dans une nouvelle couleur. Puis là, il y a un autre danseur qui est arrivé, puis il représentait... Un qui représentait la diversité, puis tout ça. Un qui représentait l'agilité parce qu'il faisait du popping, que c'est comme l'ingénierie. Un qui représentait tout ça. Fait que tout ça avait une image de ce que la business, de ce qu'il voulait projeter de cette nouvelle image-là. Fait qu'on l'avait saisi même dans le numéro de danse du début. Là. Fait que, en tout cas, je te fais ça court, là, mais... puis on a gagné le meilleur événement au Canada avec ça, de budget de 750 000 $ et plus. On a été en 2024, on a gagné cette reconnaissance-là avec cet événement-là. Ouais, vraiment cool. Puis ça sera à tout jamais ma plus grande fierté événementielle parce que je te dis ça, puis ça a l'air simple, mais on a travaillé vraiment fort à tout attacher ça, puis ça risque... C'était quand même risqué, là. C'était en live, c'était diffusé live. Le meilleur reste à venir en plus. Donc, imagine. C'est excitant. Écoute, Marie-Chou, c'était une bonne intro. Je pense qu'on we get the picture de qu'est-ce que tu brasses. Puis c'est super impressionnant. J'en ai appris beaucoup. Je savais pas. On les voit pas, hein, ces événements-là. Je ne dis pas nécessairement que tu me suives plus. Oui, définitivement. Mais d'où est-ce que ça vient tout ça? Je serais curieux de remonter un peu plus dans le temps puis aux sources de qu'est-ce qui t'a amené à bâtir une business comme celle-là puis juste organiser des trucs incroyables comme ça. D'ailleurs, on se connaît, pour l'audience, on se connaît depuis vraiment longtemps. Ouais. Je pense que je te connais depuis que j'ai embarqué sur des planches de ski, probablement. Ben, en fait, moi, je te connais depuis parce qu'on a quand même une différence d'âge appréciable. Là, fait que je te connais mini Léo, mais tu sais,
pour ton public, on se connaît pas, genre on soupe ensemble les samedis soirs, mais nos familles se connaissent, puis nos parents étaient comme des amis. Puis, Et de là où, moi, mon père est natif de Saint-Donat, puis donc on s'est connus sur les pentes de ski, vélo de montagne en été. C'est des super bons souvenirs pour moi. Puis après, c'est drôle parce que mon père, je comptais que je disais, je vais faire un podcast avec Léo. Puis là, il m'a dit, je l'ai coaché en vélo de montagne. C'était ça. Là. Puis il dit, je l'aime tellement. Là. Puis en tout cas, il t'aime bien gros. Puis il était tellement heureux qu'on ait ce moment de discussion ensemble. Pour de vrai, il était vraiment touché de ça. Ben écoute, j'apprécie tout le support de ton père et de ton frère. C'est des fans de nos posts. Je vois tout le temps leurs likes. Ou du moins, l'algorithme push leurs likes. Fait que je les vois puis je l'apprécie full. Fait qu'on se connaît depuis longtemps, mais on s'est pas revus pendant super longtemps. Donc là, on catch up. Ouais. Mais ton background vient de gérer une école de ski. Donc, tu as repris l'école de ski de ton père, right? Oui. Au Mont-Garceau, à Saint-Donat. Donc, c'était ta première expérience d'affaires. Oui, tu sais, mettons, si on remonte même en arrière, là, puis tu sais, j'ai quelques souvenirs de ça, mais des fois, mes parents sont là pour me rafraîchir la mémoire, mais t'sais, j'avais 5 ans puis je vendais des dessins dans la rue. Là, fait que l'entrepreneuriat, pour toi, c'est quelque chose qui remonte comme à très longtemps. Oui, exact. Puis, dans le Festival des couleurs, dans le temps, à Garceau, Mont-Garceau, il y avait des artisans. Je vendais des colliers, je faisais des chouchous, des boxers. On dirait que j'ai tout le temps voulu avoir ça. Puis, comme le service à la clientèle, c'était tout le temps ça. Puis, je parlais avec la mère d'une de mes amies l'autre fois de Saint-Donat. Puis, elle me dit, toi, Marie, là, t'avais 14 ans, puis t'es la seule qui allait travailler à Saint-Donat. J'étais là tous les étés, puis je travaillais, puis j'étais impliquée, puis j'étais presque de l'entrepreneur dès mon jeune âge. Donc, pour toi, ça a tout le temps été clair que tu allais finir par être entrepreneur professionnellement. Mais tu sais, je me suis pas dit, je vais être entrepreneur. Je pense pas que dans le temps, on avait cette lucidité-là, puis cette permission-là. Là. Tu sais, je pense que les entrepreneurs aujourd'hui sont beaucoup plus mis de l'avant, puis c'en est une profession, être entrepreneur. C'est un choix de carrière qui est Avant, raisonnable. Je pense que c'était comme par défaut, tu devenais entrepreneur. Tu savais pas comme, moi, je veux être entrepreneur. Je pense qu'il y a comme une petite nuance à faire. Fait que, tu sais, the truth, c'est que quand j'étais jeune, je sais pas comme, moi, je vais devenir entrepreneur. La vie m'a amené, puis, tu sais, mettons qu'on fait un peu mon parcours, la vie m'a amené vers là. Tu sais, j'ai un parcours super atypique, puis moi, je crois aux gens super atypiques dans leur parcours, puis j'engage souvent du monde qui n'ont pas nécessairement d'expérience en événementiel, mais qui ont un parcours atypique, puis que je vois que ça peut comme fitter parce que j'en suis la preuve vivante. J'ai aucune étude en communication ou en marketing. Là. J'ai étudié en génétique. Fait que... c'est un drôle de détour que tu as pris. Détour. Puis, tu sais quoi, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un dans ma vie qui était comme mon mentor là, quand j'étais en plus jeune âge, puis il m'a dit, pour me réconcilier avec ce choix bizarre que j'avais fait, il m'a dit, tu sais, Marie, des études universitaires, peu importe dans quoi tu le fais, dans un bac, là, on va parler, ça donne une méthode, puis une rigueur de travail, puis une façon de réfléchir, puis de penser. Puis ça m'avait vraiment mis en paix avec mon choix de dire, j'ai pas fait ça pour rien, parce que c'est vrai que, tu sais, la génétique, c'est comme... C'est intense, là. Je me suis flagellée. Oui, c'est ça. Je me suis flagellée, là, tu sais, dans le sens que j'aurais pu prendre un autre parcours, mais, tu sais, aujourd'hui, je suis comme, je suis qui je suis parce que je suis aussi passée par là. Oui, on est toutes les décisions qu'on a prises. Exact. Puis ensuite de ça, tu sais, j'étais pas passionnée de ça, puis il faut que tu sois passionné de la génétique, là. Tu sais, mes amis à qui j'étudiais à l'université, au bac, ils ont tous des doctorats puis des post-doctorats aujourd'hui, puis ils font de la recherche pour le cancer, tout ça. Là. Puis je trouve ça vraiment chouette. Ça m'intéressait, mais je n'étais pas passionnée de ça. Fait que je suis sortie de là, puis j'ai été ski bum là, pendant 3 ans à Tremblant. Mon père avait une école de ski depuis mon jeune âge. Il a tout le temps été impliqué dans le ski. Fait que j'ai fait comme mes niveaux là, de moniteur, tout ça jusqu'à niveau 4. Niveau 4? Wow. Je suis niveau 4 en ski. Et puis ça, j'ai passé ça, j'avais 25 ans quand j'ai réussi ça. Là, j'étais comme dans les plus jeunes femmes au Canada à avoir le niveau 4. Ben, c'est rare, il y en a... Non, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un peu plus maintenant, mais ouais, il y en a. Puis là, l'opportunité est arrivée. Mon père avait un rêve d'aller faire du ski dans l'Ouest, du ski d'hélicoptère, d'être guide là-dedans. Puis j'ai dit, je vais te racheter l'école de ski. Fait que j'ai racheté l'école de ski avec mon conjoint à l'époque qui était aussi niveau 4.
Puis, on a opéré ça. En fait, je l'ai opéré à la fin tout seul, là, mais pendant 15 ans. Donc, j'ai eu l'école de ski pendant 15 ans. Puis, dans mes premières années de l'école de ski, je faisais l'école de ski. Puis, l'été, je faisais comme la belle vie. Mais je pense que j'ai fait ça un été. Puis, j'étais comme, il manque quelque chose. Tu sais, moi, j'ai une drive intérieure qui, des fois, même, je suis comme, elle vient de où cette drive? Mais, fait qu'il fallait que je trouve d'autres choses. Puis j'ai rencontré des clients de l'école de ski qui, eux autres, cherchaient quelqu'un pour leur faire une étude de marché. Ça a vraiment commencé comme ça. Puis j'étais comme, je vais te faire ça, mais j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis dans ce temps-là, Internet, puis tu sais, je veux dire, l'achat en ligne, on parle de ça, là. Ça fait genre 22 ans à peu près là, de l'histoire que je te raconte. Là. Fait que, tu sais, les paniers en ligne, tout ça, tu pouvais pas faire une étude de marché juste en étant chez vous, en regardant sur Internet. Là. Fait que je me suis déplacée genre dans plein de magasins pour aller leur faire une étude de marché, de voir où est-ce qu'ils se situaient. On était dans quel business? Excuse-moi, on était dans la plomberie. Ah oui, c'est ça. Oui, exactement. Fait que eux autres étaient un distributeur. Puis c'était quand même intéressant parce que j'ai appris full avec eux autres là, quand même parce qu'eux autres étaient un distributeur. Puis c'était dans les années charnières où est-ce que les Rona, Home Depot, Renault Depot ont décidé, eux autres, de s'approvisionner directement en Chine. Parce qu'eux autres étaient comme le distributeur. Eux autres achetaient en Chine puis ils revendaient aux géants ici. Mais les géants se sont fait des équipes. Ils perdent leurs gros clients. Oui, fait qu'eux autres se sont revirés de bord. Tu sais, c'est un autre bel exemple d'entrepreneuriat de dire OK, il m'arrive quelque chose, c'est pas ce que je m'attendais, comment je me revire de bord. Ils ont décidé de partir leur propre boutique parce qu'il y avait tout le réseau déjà d'approvisionnement en Chine, était intégré verticalement. Fait qu'ils ont décidé de partir des boutiques, puis j'ai eu la chance d'être là au jour zéro, de concevoir, de réfléchir, d'opérationnaliser ces boutiques-là qui sont aujourd'hui Bain Dépôt. Fait qu'un petit salut aux frères Nadeau. Une quarantaine de succursales. Exact. Tu as vu la naissance de cette nouvelle business-là, carrément. Vraiment. Fait qu'ils ont eu la vision de dire, il y a une niche, il y a les grandes surfaces, puis eux autres, il y a la boutique spécialisée, genre des plombariums de ce monde, puis eux autres, ils sont placés juste entre les deux, avec un beau produit. Fait que je les salue aujourd'hui, là, mais j'ai travaillé avec eux, je pense 6 ans quand même, là. Puis j'ai appris sur le tas, là, ils m'ont laissé vraiment une grande liberté d'action. Ils croyaient en moi. J'étais jeune, mais il faut croire que ce que j'amenais était intelligent. Puis la vie a fait qu'à un moment donné, j'ai dû prendre la décision de quitter cet emploi-là. Puis, je me suis trouvé une job encore en achat. Fait que là, j'avais décidé que j'étais un acheteur, moi. C'était ça, ma carrière. J'avais l'école de ski que je roulais de septembre à avril tous les week-ends. Puis, en plus de ça, je me suis développé une carrière d'acheteur stratégique. Fait que j'étais allée pendant quelques années travailler pour une compagnie qui s'appelle Dyno Nobel qui font des explosifs industriels. Donc, tu sais, dans les carrières, dans les mines. Les autoroutes. Oui, exactement. Là, fait que vraiment de la dynamite là, sous toutes ses formes. Puis j'ai travaillé avec eux pendant 4 ans. Fait que j'ai aussi appris, mais j'ai appris à négocier. Puis de façon autodidacte, là, de façon avec le gros bon sens, avec mon instinct. Je pourrais te compter pendant des heures là, des voyages que j'ai faits aux États-Unis pour aller acheter des genre foreuses de 1,5 million. J'avais aucune idée ce que je m'en allais acheter, mais je faisais des deals. J'économisais, la business était contente. Puis, non, mais c'est fou. Puis après ça, j'avais besoin d'un peu plus de liberté, puis j'ai décidé d'aller comme consultante stratégique en achat, puis j'ai eu un mandat chez Bombardier. Fait que encore là, une autre industrie. C'est quand même des industries que... Il n'y a pas de discussion le samedi soir, là, mettons des explosifs industriels, là, tu peux pas me relancer tant que ça. Tu peux me poser des questions, mais c'est quand même un domaine... privé, là, si tu veux, là, peu connu. Puis l'aviation, les gens connaissent l'aviation, mais moi, j'ai eu la chance de voir de A à Z la construction des avions, de rentrer dans tous les garages de Bombardier, puis tout ça. Puis, fait que j'ai travaillé là pendant 2 ans. Puis là, l'entrepreneuriat...
l'école de ski, excuse-moi, est venue à sa fin. Moi, j'étais la dernière école de ski au Québec en concession. Donc, l'école de ski était vraiment à moi. C'était ma business, c'était ma Inc. Puis j'ai bâti une école de ski sur une montagne. Puis je payais un loyer, moi, annuellement. Puis j'étais la seule école de ski au Québec qui restait comme ça. Avant, les écoles de ski, c'était le modèle d'affaires, c'était comme ça. Puis après, les stations ont racheté les écoles de ski parce que ça devenait une source de revenus supplémentaire. Puis, j'ai passé, moi aussi, dans le tordeur, mais la dernière, là, donc, la montagne a repris l'école de ski. Tu sais, c'est même pas un rachat, là. C'est ça qui est comme crève-cœur dans tout ça. Tu mets ta vie pendant 15 ans à bâtir quelque chose, puis... Bref... Ça m'a quand même pris 1 an à me remettre de ça parce que je m'identifiais beaucoup à l'école de ski, à moi, la femme entrepreneur dans l'école de ski. J'avais mon réseau. Comme tout le monde me connaissait sur la montagne. J'étais bien. Là. Puis là, on m'a enlevé ça du jour au lendemain. Ça m'a pris une bonne année à me dire qui je suis, qu'est-ce que je fais. Je me suis relevée puis j'ai dit, je vais partir une entreprise de bonheur corporatif. Fait qu'en fait, je voulais bâtir une plateforme de reconnaissance. Il y en a beaucoup là, qui existent, les employés accumulent des points là, parce qu'ils ont eu une bonne évaluation ou ils ont fait des choses, ils accumulent des points, puis là, ils peuvent aller s'acheter une caméra dans les grandes entreprises. Là, je ne sais pas si ça dit quelque chose, là, des systèmes de reconnaissance d'employés. Puis moi, je voulais l'enligner de dire, tu accumules des points en échange de services. Et non pas de cossin, tu sais, de dire, je vais venir changer tes pneus au bureau pendant que tu travailles, je vais venir, ramasser le nettoyeur, coupe de cheveux, n'importe quoi, des services pour la conciliation travail-famille, en échange de points puis de reconnaissance de l'employeur vers l'employé. OK. Fait que j'ai bâti ça, puis, j'étais quand même allée loin, puis j'étais rendue à lever du financement pour cette plateforme-là. Puis, la pandémie est arrivée. Fait que mon modèle d'affaires qui, moi, desservait des employés dans des bureaux à Montréal centralisés, il n'y a plus rien de mon modèle d'affaires qui marchait. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis reconnaissante de ne pas avoir levé du financement pour cette entreprise-là parce que j'aurais levé du financement puis j'aurais même pas pu l'opérationnaliser. Fait que... T'as été sauvée. J'ai été sauvée, ouais. Tu sais, au début, c'est frustrant. Puis la pandémie est arrivée, puis, tu sais, pas de cachette, j'ai fait la PCU, là, tu sais. Fait que je me suis ramassée j'ai une job, 7 jours sur 7, de septembre à avril, une école de ski. J'ai bâti ma carrière d'acheteur. J'ai pris une décision de me partir une business. La pandémie est arrivée, puis il n'y a plus rien qui marche. Le pire scénario, là. Ouais. Ben, puis tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, puis ça n'a pas tout marché. Puis, tu sais, je fais pas pitié dans le sens qu'il y a plein de monde au Québec qui ont vécu ça. Puis là, j'arrive à comment... c'est un long détour pour t'expliquer comment OPC est rentré dans ma vie, mais j'avais mon ami Jean-Pierre, qui est encore mon ami, en fait, là, qui, lui, était propriétaire fondateur d'OPC Événements depuis, 17 ans, 18 ans qu'il avait ça. Puis il m'a dit, viens donc m'aider parce que lui... il a vécu la pandémie, là, puis à ta question, comment on vit une pandémie en événementiel, je m'en viens là, mais fait que je suis allée l'aider de fil en aiguille, je suis allée l'aider, puis il me disait à tous les jours, veux-tu racheter ma business, veux-tu racheter ma business? Puis j'ai racheté sa business en pleine pandémie, call me crazy, parce que, tu sais, de l'événementiel en pandémie... c'était spécial. T'sais, au début, à ta question, comment on vit pendant la pandémie, l'événementiel, tout ça. Pendant les 3 premiers mois de la pandémie, il n'y a eu rien. Mais le fait que OPC a des gros clients comme Banque Nationale, comme Hydro-Québec, comme d'autres gros clients, mais eux autres, fallait qu'ils continuent à communiquer avec leurs employés, communiquer avec leurs clients. Il fallait qu'ils les fidélisent, il fallait faire de la rétention. Fait qu'on s'est reviré de bord, puis on a commencé à faire de l'événementiel virtuel. C'est toi qui voyais cette opportunité-là ou OPC la voyait? OPC la voyait, là, tu sais, je prendrais pas le crédit. Tu sais, moi, quand je suis arrivée, il y avait eu déjà cette vision-là. J'ai envie de te dire, tu sais, je suis venue jouer avec eux, amener une vision que... Mais le fondateur, lui, était fatigué, ça faisait longtemps. De pourquoi il m'a vendu ça? Ouais, lui, il a une ça, autre... il tentait pas de relever ce défi-là après ces années-là. Il est plus vieux, là, tu sais. Jean-Pierre, aujourd'hui, il a comme 68 ans. Lui, il avait une autre business qui s'appelle B2B2Go, qui est comme une plateforme de réseautage, de maillage, connexe à l'événementiel. Il avait envie d'investir plus de temps là-dedans. Tu sais, on ne se le cachera pas, l'événementiel, comme on le fait,
c'est stressant, c'est de la gestion de ressources humaines, c'est de la gestion de risque, puis tout ça. Puis il y avait moins le goût de ça. Puis je pense qu'il sentait le moment de... Son temps était venu. Oui, il sentait le moment, puis il est parti de là pandémie, super serein. Puis il travaille encore pour nous, tu sais, comme consultant. Là, fait que, puis il aime full ça, là, tu sais. Mais il est là comme consultant quand ça y tente, puis quand nous, on en a besoin. Là, tu sais, c'est comme un mariage parfait. Fait qu'on a racheté ça en 2021. Je dis « on » parce que j'ai racheté ça avec sa fille. Puis l'événementiel, c'est ça. En pandémie, est venu vraiment... on bâtissait des gros studios comme de télévision. C'était ça, là. Tu sais, Mais avant de se rendre là, ouais. Moi, c'est un gamble que tu as pris quand même. Là. Tu savais pas nécessairement où la pandémie se dirigeait. Non, puis j'ai envie de te dire que je suis une fille d'instinct. Tu sais, Fait que à ce moment-là, c'est ton instinct qui te disait c'est un bon move à faire. Ben oui, parce que tu sais, l'événementiel, essentiellement, le fait partie de moi depuis ever. Tu sais, pas de l'événementiel corpo comme on en fait, mais l'école de ski, pour moi, c'était de l'événementiel. Tous les samedis, là, 700 jeunes qui partaient dehors. Grosse chorégraphie. Non, mais c'est ça. Là, c'est de la logistique, c'est des réflexions, c'est du service client, à la limite, un peu de stratégie. Tu sais, pour moi, l'événement... Puis j'ai tout le temps fait un peu d'événementiel dans... Les humains sont importants, je les mets de l'avant dans mes emplois, dans mon parcours, dans mes amis, à la maison, puis tout ça, ça a tout le temps été ça. Fait que quand Jean-Pierre est arrivé à dire « Marie, veux-tu racheter la business? » Ben, on dirait que tout de suite, en dedans, ça a vibré, puis ça m'a dit « Ben Marie, c'est ça, parce que de l'événementiel, là, même si j'ai pas étudié là-dedans, I know. » Puis, tu sais, aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai acheté cette business-là. Puis j'ai l'impression que ça en fait 20, tu sais, de l'expérience que j'ai. Une expérience dense. Oui. Puis des fois, je me dis comme, il me semble que je suis un peu imposteur. Mais de ce temps-ci, j'ai envie de dire, ben non, on dirait que je suis pertinente finalement. Tu sais, puis j'ai quelque chose à apporter. Puis j'ai quelque chose à apporter parce que, on l'a dit tantôt, on est la somme de toutes nos expériences, mais l'expérience en achat, l'expérience de l'école de ski, de service à la clientèle, de définir quelque chose. Puis, tu sais, l'école de ski, je ne l'ai pas laissé juste à l'école de ski. J'ai créé un brand. Tu sais, des écoles de ski avec des brands, il n'y en avait pas. J'ai créé un brand. J'ai créé comme un gros engouement autour de ça. J'ai mobilisé les employés. On avait vraiment quelque chose de fort. Ben tout ça est la somme de ce que je peux aujourd'hui offrir à mes employés, à mes clients. Fait que je suis vraiment sur mon X de ce que je fais, là. Ça se sent. Ah. Je suis curieux. Encore, si t'es pas à l'aise de partager ça sur un podcast, je comprends tout à fait. Mais je suis très curieux de comment ça se fait du repreneuriat. Parce que c'est du repreneuriat que tu as fait. Donc, comment c'était structuré? Tu sais, tu sortais d'une passe sur la PCU, tu ne devais pas avoir la mise de fonds ou acheter ça cash. Comment ça se fait dans un contexte comme ça, racheter une entreprise? C'est une bonne question. Puis encore là, des fois, je me dis que je suis naïve. Tu sais, des fois, j'ai comme une naïveté, là, pas je suis naïve dans la vie, là, mais j'ai une naïveté de dire « let's do it ». Tu sais, des fois, j'en dirais, il y a des gens, je pense, qui réfléchissent trop ou qui analysent trop le risque. Je prends des risques dans la vie, mais des risques comme calculés puis aussi prescrits par mon instinct, là. Fait que comment on reprend ça? Ben, tu sais, Jean-Pierre m'a partagé ses états financiers. On a pris le comptable commun. Ça a été vraiment fait à l'amiable dans notre cas, là. Donc, c'est son comptable. Dans le fond, il t'avance la valeur de la compagnie puis tu le repayes sur des années? Non. On a été financé, nous, par un cofinancement de Desjardins puis les fonds FTQ. OK. Donc, ils ont fait un cofinancement pour 80% de la valeur. FTQ? Les fonds de solidarité FTQ. Ah, ouais. Ouais. Les autres, c'est ça qu'ils font, là. Ils investissent dans des business. OK. Ouais. Ils investissent dans des grosses business. Oui, au PC, non. Mais ils investissent dans des grosses business. Ça donne un scale quand même de la valeur de la business si la FTQ est impliquée. Là, ouais, fait que j'ai eu un cofinancement avec quand même surprenamment, puis quand je le dis, puis je dirais pas le montant, mais une petite mise de fonds pour ce qui était la valeur de la business. Puis ainsi l'argent a été débloqué, là. On s'est entendu sur une valeur de l'entreprise.
qui était juste à mon sens de mes connaissances, qui était juste comme pour le comptable. Puis j'ai jamais senti que le comptable était du bord à Jean-Pierre ou de mon bord. Non, puis quand la relation de confiance est déjà établie, qu'il n'y a rien qu'un comptable qui travaille pour les deux côtés en même temps, ça facilite beaucoup la transaction. Puis je pense que c'est comme ça que le repreneuriat se fait le mieux. Le mieux, oui, exact. Quand il y a une relation déjà établie. Il y en avait une, puis c'était transparent, puis les choses étaient claires. À un moment donné, ça a été un peu plus corsé dans la négo. Je pense que ça fait partie de tout bon deal. Le contraire aurait été surprenant. Sur des clauses essentiellement, mais puis ainsi est allé pour de vrai la vie. La vie a voulu que je me relève gentiment et avec le menton haut là, de ma petite jambette de l'école de ski parce que ça s'est honnêtement vraiment bien passé. Là, à un moment donné, j'ai appelé mes parents et j'ai dit « Hey, j'ai acheté une business. » Non, mais c'était ça. Là, ça s'est passé quand même assez rapidement. Fait que c'est comme ça le reprenariat. Puis après, ben moi, j'avais la tête business, j'avais la tête finance. C'est moi qui tiens les livres de la business avec le comptable, là, mais c'est moi qui a l'aspect tout financier. J'avais la tête gestion des ressources humaines, business, client. Fait que essentiellement, avant, OPC, c'était Jean-Pierre. Reposait beaucoup sur lui, puis on a réussi à faire ce switch-là. Là. Donc, parle-moi un petit peu de cette transition-là. Qu'est-ce qu'OPC était avant, puis toi, qu'est-ce que tu as amené comme changement, comme peut-être bifurcation de vision, pivot. En plus, il y avait le contexte de la pandémie. Donc, parle-moi un peu de cette transition-là. Transition, tu sais, puis là, je vais faire une note ici, tu sais, que tout ce qui était fait était bien fait pour... dans le temps, là, tu sais, dans le sens... mais chacun a sa vision c'est ça, aussi. chacun amène ses couleurs puis sa vision. Puis je pense que dans les dernières années, tu sais, au début, la première année, tu y vas slow, là, tu sais, tu dis, bon, je vais reprendre ce qui est là, puis, tu sais, on a pris les clients, puis nous, on a la chance, tu sais, quand j'ai acheté OPC, ça venait avec des clients, là, tu sais, ça venait avec des commandes, là, tu sais. Fait que j'avais cette chance-là. Fait que... Partez pas de zéro. Non, puis tu fais du copy-paste, pas dans la forme, mais dans le style, là, parce que tu veux observer. Fait que je pense que, je pense que c'est peut-être dans les 3 dernières années qu'on a commencé à mettre nos couleurs. Là. Ouais, exact. Puis à un moment donné, on l'a appelé OPC 2.0, là, à nous, là, stratégiquement dans notre plan, parce qu'on avait envie d'être... plus stratégique. On a envie d'être des alliés stratégiques de nos clients. On avait pas juste dire, on fait un événement, puis je te place des exposants là, puis je fais ça. Puis parce que l'événementiel était ça. Puis je pense que le après-pandémie a poussé dans l'événementiel la stratégie, la pertinence, l'authenticité. Fait que, tu sais, oui, mes couleurs qui est arrivées, mais je pense que la vie et la pandémie a amené des standards différents de l'événementiel avant pandémie. Là. Fait que, tu sais, oui, il y a la coupure pandémie, puis il y a la coupure de l'ancien propriétaire, mais qui tombe aussi avec des nouveaux standards puisque les gens veulent vivre. Fait que je te dirais, on est vraiment sur quel impact on veut créer. L'humain fait tout le temps partie du centre de nos interactions, mais vraiment tout le côté stratégique. Puis je pense qu'on est de plus en plus reconnu pour ça. Tu sais, j'ai des gens qui m'appellent juste pour avoir des mandats stratégiques de consultation de comment leverager leur événement. Tu sais, ils veulent pas, parce qu'ils ont dit, on n'a pas le budget de vous engager au complet pour faire notre événement parce que j'ai une équipe à l'interne. Mais souvent, de ce temps-ci, on est amené juste avec un regard stratégique de comment on peut amener ça. Puis ça me fait plaisir parce que je suis comme, on a réussi, tu sais, à amener... Tu sais, OPC a une notoriété, mais on a réussi à amener une vision différente, dire, OK, attends, OPC, ils ont une notoriété, mais ils sont aussi très stratégiques. Puis ça me fait quand même plaisir quand mon téléphone sonne pour ça. Quand tu parles de stratégie, c'est encore une fois comme dans l'exemple que tu donnais d'Atkin Realis, qui avait un mandat ici de... dévoiler un changement d'identité, mais de le faire bien. Exact. C'est ça la stratégie, dans le fond. La stratégie événementielle, ça vient de là, aligné sur les objectifs, aligné sur les valeurs de l'entreprise. Comment réaliser l'objectif à travers un événement. C'est ça la stratégie dont tu parles. Exact. Puis là, il y a du monde qui te contacte pour des mandats de consultation juste de stratégie, sur comment organiser leur événement. Exact.
ou de reformuler des choses ou de dire comment, des plans de partenariat, mettons, là, ça c'est pour lever du financement pour tes événements, mais ça, on en fait beaucoup, on donne beaucoup d'input là-dessus, comment lever de l'argent pour financer ton événement. Fait que tous ces aspects-là stratégiques, je pense que on le fait bien, puis on s'est bien positionné là-dedans. Puis dans les dernières années, ce qui m'obsède, en fait, là, j'ai envie de trouver d'autres leviers, d'autres sources de revenus à l'événementiel. Fait que j'essaie de développer des produits dérivés de ce qu'on fait. Tu sais, nous, on est une agence de service. Tu sais, dans le fond, tu achètes des heures, puis il y a un employé qui travaille pour ces heures-là. Là, tu sais. Fait que c'est difficile des fois de dire hey, je suis en méga croissance parce que plus que tu as des contrats, ben, plus qu'il te faut du staff pour faire ces contrats-là. Plus qu'il faut de staff, plus qu'il te faut d'overhead pour les superviser, ce staff-là. Fait que, tu sais, on s'est rendu, là, il y a 2 ans, à 19 employés. Puis on s'est rendu compte que finalement, on était mieux à 11, 12, on contrôlait plus que ce qu'on faisait pour finalement, au bout de la ligne, le même argent. Tu sais, des fois, c'est ça aussi, là, en entrepreneur, on veut croître, puis là, à tout prix, mais finalement, pas parce que tu es 19 que tu fais plus d'argent. Pas dans notre industrie. Dans votre industrie, je pense que c'est différent. Là. C'est de peut-être de reconsolider, de restructurer pour après ça faire une meilleure croissance. Exact. Fait que là, on est dans des tu sais, j'appelle ça mes chantiers, là, mais on a parti une série événementielle qui s'appelle Décode, qui se veut, en fait, nous, comme je disais, on a la chance de parler avec plein d'entreprises, puis on connaît un peu ce qui les empêche de dormir le soir. Puis, tu sais, à Montréal, il n'y a pas tant d'événements qu'on peut rassembler des leaders d'entreprises pour discuter de vrais sujets, puis pas juste one way, là, que le monde, ils peuvent avoir des débats, qu'ils peuvent avoir des gens pas du même opinion. Tu sais, les panels dans les événements dans lesquels tu vas, souvent, c'est du sales pitch individuel, puis c'est du silo. Tu sais, c'est pas vraiment des échanges de dire hey, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que blablabla. Bla, bla, bla. Fait que on a décidé de partir une série événementielle avec différents sujets d'actualité dans lesquels des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise peuvent venir s'asseoir un moment là pour avoir des discussions authentiques, mais de débats, fait que ça, c'est un des projets qu'on a fait chez OPC. On s'est diversifié, on fait de la formation aussi. On a créé différents... Qu'est-ce que tu veux dire, vous faites de la formation? Bien, on donne de la formation. Maintenant, on est comme reconnu par le Grenier Formation. Là, donc, on fait partie, c'est nous qui donnons la formation sur l'événementiel à Grenier Formation. Grenier, c'est comme... ils ont une revue, un magazine, une plateforme de formation pour toute l'industrie communication marketing là, à Montréal. Fait que on est comme des formateurs. Grenier, c'est une des grosses boîtes de marketing. Non, mais les autres sont vraiment... C'est comme un magazine, en fait. Eux autres, ils distribuent des nouvelles et de la formation. C'est ce qu'ils font. Fait qu'on donne la formation. On en donne aussi en privé. On en a donné pour Radio-Canada. Ils nous ont sollicité 25 personnes qu'on a formées. Fait que... Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont arrivées avec OPC 2.0. Oui, exact. Avec ce qu'on a, l'angle qu'on a voulu donner d'être, on est plus percutant, on est plus stratégique, on est plus impactant. Puis c'est les résultats, ça, de la position qu'on a voulu prendre. OK. Donc, je fais un point. J'essaie de garder ça le plus concis pour que les gens nous suivent. Donc, tu as repris OPC. On était dans la crise, mais vous aviez quand même des clients solides qui vous ont permis de traverser cette période-là. Les gens sont revenus au bureau depuis. Vous avez quand même... donc là, vous avez réorganisé l'équipe. Vous avez augmenté aussi votre offre avec de la formation, avec de la consultation stratégique, etc. J'aimerais que tu me parles de Lab OPC. Oui, le Lab OPC. Oui, le Lab OPC. C'est cool, hein? Oui, c'est un bon jeu de mots. Écoute, le Lab OPC, c'est venu d'une discussion. Tu sais, moi, j'ai des gens autour de moi que j'admire dans plein d'industries. Puis j'aime avoir des discussions avec eux. Puis une journée, j'étais comme, je veux faire différent. Je veux me distinguer de ma compétition. Je veux
je veux m'aligner avec où on voulait s'en aller avec notre vision. Puis là, c'est lui qui m'a donné cette idée de dire, ben Marie, pars un genre de département on the side d'innovation et de créativité qu'on a nommé le Lab OPC. Fait qu'essentiellement, ce qu'on fait, puis je t'invite, tu pourrais faire un lab Vision Dev parce que c'est vraiment cool l'expérience. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on invite des clients, des collaborateurs que j'appelle les amis d'OPC. Fait que c'est du monde qui gravite de proche ou de loin de notre industrie ou pas du tout. Tu sais, mettons, tu pourrais venir sur un lab si tu veux écouter ça, mais puis on amène, tu sais, des fois, ça a été un lab on a parlé de la stratégie d'OPC, tu sais, puis de dire où on s'en allait. On leur a parlé de notre vision, Ça, notre c'est mission. En personne? On les fait des fois en personne, des fois en virtuel, à raison d'une fois par mois. Puis on invite des gens différents. On envoie l'invitation, mettons, à 12 personnes. Puis là, mettons, il y en a 4 de disponibles. Puis s'il y en avait trop, on ferait un choix par rapport au sujet qu'on veut discuter. Puis là, ils viennent à la table. Fait que c'est un peu comme mon sounding board. Là, c'est une place où est-ce qu'on peut essayer des idées. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut amener des projets de clients, dire comment on peut leverager ça. Fait que c'est vraiment des gens, puis c'est sans censure. Là, puis, des fois, il faut presque que je joue à la médiatrice là, parce que là, non, mais là, je pense que, puis là, je suis pas d'accord. Puis là, ils lèvent leurs mains, puis ils veulent parler. Puis ça leur amène, eux autres aussi, un regard. Puis ils ont le droit d'amener une fois par, je sais pas trop, là, on a mis des règles, mais eux autres ont le droit d'amener un enjeu de leur business dans le lab OPC pour avoir un sounding board de nous autres, tu sais. Fait que ça amène des espaces de réflexion, ça amène des espaces d'échange, des espaces d'idées. Il y a des choses qui ont émergé de là qu'on est comme, OK, on va l'appliquer. Quel genre de problème est-ce que vous allez tenter de résoudre dans peut-être un exemple, tu parlais de votre stratégie, ça a déjà été une thématique pour un des labs. Oui. J'essaie de penser de ce qu'on a jasé, mais tu sais, exemple, tu sais, mettons, Décode, là, qui était pour moi un des chantiers de dire on va créer des événements thématiques, puis tout ça. Bien, ça a déjà été le sujet d'une heure et demie de discussion sur un lab OPC, de dire, toi, comment tu vois ça? Toi, qu'est-ce que tu aurais besoin? Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vois de ça? Puis, tu sais, j'ai une fille de la Banque nationale assise là-dessus, j'ai un réalisateur, j'ai un gars de contenu, fait que c'est tous des gens d'avenues différentes qui ont tous des jobs, mais qui viennent là gratuitement parce que j'imagine pas que je suis gentille ou parce qu'ils croient en OPC. Mais parce qu'ils croient en votre mission, puis c'est une occasion de juste de réfléchir en groupe. Exact. De tous avancer. Non, mais puis des moments de réfléchir en groupe out of the box, là, t'en as-tu souvent, toi, Léo? T'sais? Non, c'est. Non, mais je suis sûr que tout le monde sort de là avec quelque chose. Ben oui. Tout à fait. Fait que ça, c'est le Lab OPC. Puis, tu sais, pour les remercier, tu sais, nous, nos employés, ils ont différents perks, dont on a une passe au Bota Bota. Fait que les autres, ils ont accès à notre passe Bota Bota. Fait qu'on essaie de leur donner quelques perks que nos employés ont. Ils ont accès à ces perks-là. Pour pas pire, ça, une passe Bota Bota, Vision Dev, hein, Gab? Moi, je la prends. Mais, fait que ça, c'est mon lab OPC. Puis, tu sais, à chaque fois que j'ouvre la rencontre du lab OPC et chaque fois que je la ferme, je leur dis comment je suis privilégiée, qu'ils prennent le temps de venir s'asseoir avec nous pour réfléchir, puis pour jaser, puis discuter. Honnêtement, pour moi, c'est comme un grand gage de confiance puis d'engagement. Ben, en tout cas, si tu as lancé vraiment l'invitation, ça me ferait t'aimerais super ça, essayer ça. Ben, je vais t'inviter. Voir si je peux apporter de la valeur à ça. Je serais très curieux de voir comment tu les organises aussi et tout. Parle-moi un petit peu de la culture chez OPC, leadership. Comment est-ce que tu vois ton rôle de leader? C'est quoi ton titre dans la business? Je suis présidente, directrice générale. PDG. Ouais. Selon toi, c'est quoi qui fait un bon PDG? C'est quoi qui fait de toi une bonne PDG? C'est une bonne question. Si j'ai envie de dire, ben, si tu posais la question, mettons, à mes employés, là, qu'est-ce qu'ils diraient? Parce que des fois, c'est ça, là, en fait, l'important. Là. Je pense qu'ils diraient que ce qui fait de moi, je suis vraiment connectée sur l'humain. Là, puis j'ai vraiment beaucoup d'empathie dans la vie. Puis l'humain est sincèrement
important pour moi. Tu sais, il y en a qui vont dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Tu sais, comment ça va? Concrètement. Tu sais, comment ça va, Léo, ce matin? Tu sais, le monde, là, ce matin, j'étais au bureau super tôt. Là, puis là, les gens arrivent, puis ils passent dans mon bureau, puis ils viennent me parler. Là, tu sais, puis comment ça va? Puis on a des vraies discussions. Tu sais, je m'intéresse. Là, puis, tu sais, quand j'arrive au bureau, puis c'est drôle. Puis les nouveaux employés, au début, je garde mes distances. Mais moi, là, je fais un câlin à tout le monde. Quand j'arrive au bureau, le monde, il me voit passer, puis ils se lèvent de leur chaise pour de vrai, pour avoir un câlin. Puis c'est comme un câlin sincère. C'est comme « Hey, allô, bon matin, comment ça va? » Ou une main sur l'épaule. Il y en a que je sais que c'est pas de leur affaire, puis je mets juste main sur l'épaule. « Salut, hey, bon matin. » Fait que je pense que fondamentalement, tout ce que je fais dans mon leadership est vraiment d'intérêt authentique basé sur l'humain. Tu sais, comment ça va, puis c'est quoi l'impact sur l'humain. Puis, tu sais, j'essaye d'être transparente le plus possible, honnêtement. Tu sais, je pense que pour mobiliser nos employés, je pense qu'il faut faire preuve de transparence. Il faut dire quand ça va bien, il faut dire quand ça va mal, il faut dire qu'est-ce qu'on attend. Mais je ne suis pas, et je ne veux pas surtout être comme quelqu'un de contrôlant. Tu sais, moi, si je t'engage parce que j'ai confiance, tu sais, tu m'as donné confiance, je t'ai engagé parce que je pense que tu as des compétences pour le faire. Puis si tu les as pas, on va te les montrer, puis je t'ai peut-être engagé pour ton savoir-être en premier, tu sais, parce que même si tu es super compétent, mais tu n'as pas de savoir-être, je ne vais pas t'engager, tu sais, dans le sens J'avais jamais entendu ça, savoir-être. Non? Savoir-faire, savoir-être. Dans mon langage de développement personnel, on parle beaucoup de être, faire et avoir, ou être, avoir et faire, dans cet ordre-là. Savoir-être, c'est un skill super important, c'est la base. Oui, fait que, tu sais, j'ai envie de te dire, même toi, engage le monde pour leur savoir-être. Mm-hmm. Puis après, s'il manque des bouts du savoir-faire, ben, tu leur montreras, tu sais. Fait qu'on est vraiment là-dessus. Les vraies choses, tu sais, se dire les vraies choses, où on s'en va. Puis c'est ça, où je m'en allais, c'est que je t'ai engagée parce que j'ai confiance en toi. Sois autonome. Tu sais, moi, dans le fond, tant que tu atteins le résultat qu'on a besoin, genre, prends le chemin que tu veux. Puis si t'es pas sûr, viens nous voir. Tu sais, on a quand même, mon associée, elle s'occupe vraiment de tout ce qui est opérationnel. Puis, tu sais, elle a fait du super bon boulot d'avoir comme une méga structure opérationnelle. Fait que les gens savent pas mal quel chemin prendre pour se rendre au résultat. Mais moi, c'est comme, on micromanage pas, là. Tu sais, si un après-midi à 3 heures, faut que tu ailles faire du yoga, ben vas-y, puis pas les journées qu'on est au bureau, mais les journées que tu es à la maison, puis après, tu travailleras de 5 à 6 s'il faut parce que tu n'as pas fini ta journée. Tu sais, moi, honnêtement, I'm all good with that, là. Être au service de son équipe autant qu'ils sont au service de la oui, business, tu sais, parce que c'est du donnant-donnant, là. Tu sais, sois gentil, puis les gens vont être gentils avec toi, puis j'apprends souvent ça à ma fille, là. Tu sais, ça paye. Parlons d'intelligence artificielle. Oui. On y a déjà touché un petit peu plus au début de la conversation, mais comment est-ce que tu vois l'intelligence artificielle entrer dans ta business, dans tes événements? C'est quoi ta vision par rapport à ça dans les années à venir? Tu sais, de façon très transparente, je pense que moi, je suis un peu, pas late, là, tu sais, dans le sens que j'aimerais adhérer plus rapidement à ça, puis j'aimerais partir une semaine en formation, genre à Harvard, pour avoir, tu sais, j'exagère, là, mais tu sais, j'aimerais être formée puis connaître tous les dessous de ça parce que je pense que je vais parler pour moi de ce que je connais et de l'utilisation que je fais de l'intelligence artificielle. C'est ça par rapport à tout ce qui est disponible. Même si tu faisais ça à temps plein. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est ma position personnelle face à l'intelligence artificielle. Moi, je le vois vraiment personnellement dans mon travail comme un outil, là. Tu sais, on en parlait même pour la préparation du podcast. Je pense que c'est un outil, un accélérateur de bien des choses. Après ça, est-ce que ça a la vérité? Est-ce que c'est the thing? OK, je reformule ma question. Ouais. Parle-moi de comment est-ce que tu intègres l'intelligence artificielle dans ta business concrètement, peut-être. Bien, tu sais, nous, encore là, je vais revenir sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Ça reste que nous, on fait des choses authentiques, là. Fait que, tu sais, l'intelligence artificielle,
dans de l'automatisation de certaines tâches dans la business, là, comme n'importe qui. Mais après ça, concrètement, dans l'événementiel, nous, ça va être un outil. Si on parle de, je te disais, des Voice of God ou des voix hors champ, de la musique qu'on va faire, on va utiliser peut-être comme des hologrammes ou dans l'application, dans des activations qu'on va utiliser l'intelligence artificielle. Mais sinon, l'intelligence artificielle, j'ai envie de te dire que l'événementiel est quand même protégé. Il y a quelques métiers là, qui sont protégés de l'intelligence artificielle. Puis je pense que, je veux dire, tu voudrais faire un événement, tu pourrais chatter avec ChatGPT, puis il va te donner la recette, puis il va te dire quoi faire, puis tout ça. Mais après, je pense qu'il faut quand même le savoir-faire. Tu as beau le faire, mais après, il faut que tu ailles les contacts, il faut que tu puisses le faire, il faut que tu saches comment le faire. Fait que, je pense que l'intelligence artificielle amène des raccourcis pour l'équipe, des idées, ne serait-ce pour des mood boards puis tout ça, mais essentiellement pour livrer un événement, je pense pas que l'intelligence artificielle, en tout cas, peut-être dans 25 ans, je vais vouloir retirer ces paroles-là, mais je pense que l'événementiel est quand même à l'abri de l'intelligence artificielle. Fait que nous, on l'intègre, à ta question, on l'intègre un peu dans nos procédures, puis en outils applicatifs d'activation en événementiel. Puis, as-tu plus à ajouter sur pourquoi est-ce que l'événementiel est protégé d'intelligence artificielle, du moins que ça va demeurer quelque chose qui existe? Si on revient à tantôt, on a parlé d'authenticité, je veux dire, te faire monter sur le stage, de t'envoyer le signal « Go, Léo, monte sur le stage », de faire ton speech, de faire manger des gens, de trouver c'est quoi le fil conducteur de l'événement. Oui, l'intelligence artificielle peut t'aider à faire ça, mais ça reste que je pense qu'il faut la touche humaine pour arriver à un résultat. Après ça, sinon, tu arrives à quelque chose, peut-être moins d'impact, que les gens ont moins ressenti ce qu'on veut sentir dans l'événement. Puis je pense que ça, c'est l'humain qui va amener cette touche-là. Là. Oui, puis là où je voulais aller un peu plus, puis je crois que c'était plus une conversation qu'on avait avant l'enregistrement, c'est que avec l'avènement de l'intelligence artificielle de plus en plus intégrée dans tout ce qu'on fait, les moments en personne et en chair et en os, c'est ceux qui vont le plus perdurer dans un monde d'intelligence artificielle. Puis même qu'on va le peut-être. On dirait que je ne savais pas si on l'avait dit en dehors des caméras ou sur les caméras. Gab, on parlait de ça avant d'enregistrer? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. C'était un bon sujet. Oui, mais en fait, je peux te répéter ce qu'on a dit, là, dans le sens que toi, tu prédis ça, mais puis je t'ai dit, t'es un bon visionnaire, Léo, parce que l'événementiel va demeurer vraiment présent, parce que présentement, on voit beaucoup, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. On ne sait plus ce qui est vrai du faux. On écoute des podcasts, on regarde des choses, des émissions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça a été travaillé, retouché? On ne le sait plus. C'est ça. Puis on aime ça. Mais je pense que notre cerveau d'humain a besoin de connexion authentique, tu sais. Puis ça, ça va passer par l'événementiel, tu sais. Ça va passer par des rassemblements, ça va passer à Noël. Tu vas continuer d'aller voir ta famille parce que tu as envie d'être avec ces gens-là, de vivre des moments avec eux. C'est la même chose en entreprise. Les gens ont besoin de se rassembler, ont besoin de vivre des moments, ont besoin de voir ce qu'ils voient. C'est vrai, là. Ça se passe là. Puis ça se peut qu'il n'est pas d'accord. Puis là, c'est correct, puis c'est ça qu'on a envie de voir. On a envie de vivre des moments authentiques en événementiel. Puis, penses-tu que ça va changer notre façon de se voir en personne? L'intelligence artificielle? Oui, comme un monde encore plus connecté, où est-ce qu'on a... On le voit de plus en plus, tu sais, dans les dernières années, les gens ont vraiment besoin de se voir, tu sais. Puis là, je sais pas si je me répète, mais... Ils ont besoin, dans l'événementiel, d'avoir des moments, de se parler, de connecter. Oui, que ça soit interactif. Puis, des fois, je dirais, on veut des moments interactifs. OK, mais puis comme je disais, c'est pas juste, je prends un verre de vin puis je te jase. Là, des fois, on crée des genres d'activités pour que le monde connecte puis qu'il y ait des échanges ou des discussions, des ateliers, des tables rondes, mais que le monde puisse connecter, mais en plus petits groupes. Puis, je pense que pour faire sortir les gens de chez eux, maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose de pertinent, puis il faut qu'ils gagnent quelque chose à la fin de la journée pour y aller. Puis ce que les gens ils veulent connecter, ils veulent connaître des nouvelles personnes, ils veulent sentir que ce qu'ils ont vécu va leur servir demain. Là, c'est clair.
Je parlais avec un ami qui run la plus grosse tournée de business aux États-Unis. Là. Ils ont des Grant Cardone, puis des Kevin O'Leary, puis David Goggin tous les mois sur leur stage. C'est un gros événement. Puis ils sont en train de se dire que tout ça, ça tire à sa fin. Puis ils sont en train de pivoter leur modèle d'affaires vers plus du mastermind, puis plus des événements non moins de quelqu'un qui parle au monde, mais plus de monde qui se parle entre eux. Parce que tout ce qui est formation, ça devient de plus en plus facile à produire. Oui. Tu peux créer des formations dans le temps de le dire, super pertinentes, puis la compétition va devenir de plus en plus intense. Donc, qu'est-ce que tu vas vouloir créer pour te différencier? C'est des moments d'échange puis de dynamique. Fait que ça va certainement changer la nature de... Bon, là, je parle plus pour ce qui est networking, événements de congrès, réseautage, tout ça. Mais tout à fait. T'as raison. C'est ça. Les gens veulent, puis même le contenu sur le stage, ben il faut qu'il soit pertinent, puis pas nécessairement one way. Avant, le monde, il parlait. Même sur les panels, on en a parlé, puis j'en ai parlé avec des codes. Le monde vendait leurs affaires. Je suis Marie-Chou, moi, je suis au PC, puis je fais de l'événementiel. Moi, nanana. Puis c'est même pas une discussion ensemble d'un sujet. Là, chacun parle représente sa boîte, son sujet, puis chacun en silo, mais ça peut être une conversation de dire hey, « je suis pas d'accord de ce que tu dis et qu'est-ce que tu en penses si... » je pense que de plus en plus, ça va être recherché. Puis c'est un peu de pourquoi on a créé des codes pour répondre à ça. Tu peux pas recréer ça, tu peux pas... ça se peut juste se faire en live, puis avec des... Exact. Super intéressant. Parle-nous du bungalow. Le bungalow. Super. Écoute, le bungalow, on a fêté nos 1 an en septembre. Fait que, qu'est-ce que c'est le bungalow? C'est des espaces événementiels que j'ai ouverts indépendamment d'OPC. C'est vraiment deux business. Projet. C'est Note Inc. C'est 2 projets complètement différents. J'ai eu l'opportunité, en fait, d'avoir ces locaux-là. C'est parti des locaux. Oui, c'est parti des locaux, mais c'est quand même une vision là, que j'avais dans OPC. Souvent, on se bute et rebute à chercher des lieux événementiels à Montréal. Il y a quand même une pénurie de lieux événementiels à Montréal. Cool, là, à part les hôtels, à un moment donné, tu as fait le tour là, de l'offre à Montréal. Puis j'ai eu cette opportunité-là, puis j'ai vraiment sauté à pieds joints encore un peu avec ma naïveté et mon gut feeling de se dire faisons-le. Fait que c'est vraiment des espaces. J'ai un gros espace de 9000 pieds carrés là, qui est comme une salle avec un bon anglicisme de plug and play. Là, fait que tu peux arriver là, il y a tout le système audiovisuel, la régie technique, le son, l'éclairage, tout ça, qui peut accueillir en cocktail dînatoire jusqu'à 600 personnes. Fait que ça, c'est le gros espace. Puis en arrière, il y a des plus petits espaces, soit pour des rencontres, des off-site, soit complémentaires, des breakout rooms de la grosse conférence qu'il pourrait avoir dans la grande salle. Fait que c'est quand même multifonctionnel. Là, donc, ces espaces-là qui sont aussi très... tendance, là, j'ai une rampe de skate dans la salle. J'ai des petites cabanes, comme des petits cabanons, c'est comme des petits bungalows. Fait que, c'est très industriel. Le look est vraiment différent de ce qui est offert à Montréal. Puis pour moi, j'avais comme la vision d'offrir un lieu facile pour les gens qui avaient envie de faire de l'événementiel. J'ai essayé d'enlever tous les irritants qu'on a sur certaines salles à Montréal. Puis de mettre ça dans un milieu convivial. Là. Fait que, le bungalow, c'est vraiment, tu rentres au bungalow, tu as l'impression d'être à la maison, puis tout le monde rentre, puis ils sont comme, ah, c'est nice ici, j'ai mis une odeur, ça sent quelque chose au bungalow. Même du monde qui dit, c'est quoi cette odeur-là, je veux l'acheter parce que j'aime ça. J'ai vraiment essayé de créer un lieu où est-ce que les gens se sentent à la maison, puis que ça soit facile, puis il y a du mobilier, puis tu as envie d'amener ce fauteuil-là, là, mais là, dans le sens que... Ça, c'est dans la grande salle, ça? Dans la grande salle ou dans les autres salles. Là, j'ai plein de mobilier, puis le monde déplace le mobilier comme ils veulent selon leurs besoins. Là. Fait que c'est un autre projet entrepreneurial, en fait, là, que je fais on the side au PC. J'ai une employée qui travaille 25 heures semaine, qui est comme ma directrice exploitation de la salle, qui s'en occupe essentiellement. J'ai un traiteur
exclusif que lui, maintenant, ses bureaux sont dans mes espaces. Donc, wow. Ouais, c'est tout un ça. setup. Fait que, ouais, tout un setup, une communauté que j'ai bâtie autour de ça. Y a-tu d'autres espaces comme ça à Montréal? Ou qui ont des traiteurs. Ben, oui, il y en a quelques-uns, mais moi, j'ai vraiment essayé, puis je pense qu'on a vraiment cette formule-là. Après ça, tu sais, est-ce que tout le monde de Montréal vient à notre salle? Non, parce que, tu sais, si tu as envie d'une salle de 4 murs square avec des rideaux, c'est pas chez nous, là. Tu sais, nous, on est un peu funky, là. Fait que, tu sais, il faut que ton événement ait cette vibe-là. Ouais. Mais ça répond à un besoin, là, parce que c'est bien loué, puis on a quand même beaucoup d'événements. Tu sais, pour une première année, on est super contents, là, puis... ouais, non, c'est ma question. C'est sûr qu'il y a déjà des espaces comme ça, mais... peut-être pas avec une identité comme la tienne. Non, c'est ça. Tu sais, nous, il y a un brand. Tu sais, mettons, il y a d'autres salles, puis je vais pas en nommer, mais ils n'ont pas un brand. Là. Moi, j'ai un brand. Moi, je crois au brand dans la vie. Tu sais, j'ai brandé mon école de ski. Il y a un esprit, Oui, tu sais, comme je crois à cette identité-là. Fait qu'elle a un brand, elle a une vibe. On a vraiment envie que ça soit convivial puis friendly parce que c'est important, une salle. Tu sais, c'est l'âme de ton événement. Fait que, complètement. Voilà. Fait que là, tu peux finalement avoir un espace à ton image. Une image que ta clientèle... Ben, tu sais, oui, puis moi, j'ai repris une salle qui est... Tu sais, c'est pas moi qui l'ai bâtie de A à Z. Là. Quand j'ai dit que j'ai eu une opportunité, j'ai eu une vision pour cette salle-là, mais elle existait. J'ai mis quelques travaux dedans là, pour l'arranger, pour que ça soit plus convivial événementiellement. Mais le style premier a été fait par une designer qui a gagné des prix. Cette salle-là, avec les autres bureaux, ont gagné des prix. Donc, tu sais, je vais pas dire que c'est mon image, mais j'ai mis ma chaleur. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Cool. Puis là, t'accueilles plusieurs événements déjà. J'accueille plein de, tu sais, YPO, ils s'en viennent. J'ai Desjardins qui sont venus. J'ai Proprio Direct qui était là il y a 3 semaines pour leur sales meeting. J'ai plein de clients, autant du corpo que des agences qui viennent faire de l'événementiel. Encore une fois, c'est tout le réseau que tu as bâti avec tes expériences multiples. Ah oui, puis tu sais, comme vous autres, là, j'ai investi de l'argent dans des mots Google. J'ai investi, tu sais, pour que la salle sorte quand les gens... quand les gens... voilà, mon petit projet on the side. Puis je pourrais peut-être sauter, puis soit que tu me poses la question, là, mais j'ai aussi, dans mon élan d'entrepreneuriat, j'ai aussi... supporter ma fille là, dans la dernière année. C'était un projet d'école, en fait. Là, elle avait de faire son projet de fin d'études en secondaire 5. Puis elle a décidé... Okay, c'était ça le moteur. Ouais, tu sais, ça faisait longtemps qu'on en parlait parce nous, on demeure à Prévost, dans les Laurentides, puis on avait une crèmerie qui fait partie d'un casse-croûte, là, tu sais, la petite crèmerie du quartier là, de base, là, mais il n'y avait rien d'autre. Puis il y avait tout le temps un line-up, puis ça finissait plus. Puis depuis longtemps, moi, puis elle, on dit, on devrait ouvrir une crèmerie parce que, on va se le dire, faire des cornets, c'est cool, là. Ben oui. Puis là, dans ma vie, je suis comme, je devrais y partir ça parce que ça y ferait sa job d'été, tu sais, jusqu'à temps qu'elle finisse les études parce que c'est une job agréable, c'est une job saisonnière, tout ça. Puis là, je suis comme, mais comment on peut faire ça sans payer un loyer de crèmerie à l'année? Fait que je me suis imaginé un conteneur aménagé. Fait qu'on a acheté un conteneur, on l'a aménagé en crèmerie. Puis ma fille c'est tellement Simone... une bonne idée. Ouais, ma fille Simone, elle a fait son projet de fin d'études là-dessus. Elle a fait une étude de marché. Puis on l'a installé, en fait, en façade d'une épicerie métro. Fait qu'elle est allée voir le propriétaire du métro. Elle lui a expliqué son projet. Puis là, il était comme, ouais, sure, amen. Parce que lui, dans le fond, ça y amène un petit avantage concurrentiel par rapport au IGA aussi à Prévost, parce que le monde vient de prendre un cornet, on va aller acheter du pain en même temps. Oui. Fait que c'est donnant-donnant parce que moi, j'ai ses clients, tu sais, Simone, elle a ses clients, puis nos clients sont les clients de l'épicerie, puis on est connecté sur son eau, on a fait installer l'électricité, puis tout ça. Fait qu'on a parti ce projet entrepreneurial-là. Puis au-delà de, oui, elle a son entreprise, pour moi, c'était vraiment un laboratoire d'entrepreneuriat parce qu'il y a d'autres jeunes filles. J'aimerais qu'il y ait des jeunes garçons qui viennent travailler. Je les appelle s'ils veulent venir, mais auxquels je leur ai appris comment être, le savoir-être, là, tu sais, le savoir-être en entreprise, les standards, la qualité, comment bien travailler, puis tout ça. Puis, tu sais,
j'ai été naïve au début. Je m'étais dit, j'y pars ça, je l'aide à partir ça, les achats, l'investissement. Puis je vais lui donner une petite claque, puis je vais go, bon été. Mais finalement, j'ai travaillé là tous les soirs du mois de juillet. Là. J'ai fait du cornet puis de la coupe glacée. T'es-tu sérieuse? Ouais, tous les soirs du mois de juillet. Avec elle? Ouais. Quel beau projet. En plus de mes 2 autres business, mais... Écoute, ce temps-là ne reviendra jamais dans ma vie. C'est un moment avec ma fille que j'y ai montré comment travailler. Il y a eu des pépins. Je pense que ça a pris un gros mois là, avant de passer à travers tous les pépins, comment gérer l'inventaire. Moi, je ne suis pas une restaurateur, mais je veux dire, demain, tu t'ouvrirais ça, tu figurerais. C'est un bon tremplin. C'est un bon... oui, à gérer les horaires. Elle a mis des employés dehors parce que ça faisait pas. Elle a 17 ans. Là, fait que, mais au début, elle était comment je vais le faire? Je vais y envoyer un texto pour dire que ça marche pas. Je suis comme, ben non, tu vas pas envoyer un texto. Tu vas l'appeler puis tu vas avoir une discussion de vive voix avec cette personne-là. Fait que pour moi, c'est vraiment... oui, je suis entrepreneur, mais on dirait que cette expérience-là, j'avais vraiment envie de pouvoir donner la chance à des jeunes aussi, de peut-être croire à ça, puis de goûter à ça. Puis les jeunes qui travaillent à cette crèmerie-là, ils ont déjà des idées pour l'été prochain, puis ils veulent s'investir autrement, puis tout ça. Puis à la fin de l'été, j'ai fait comme, OK, j'ai réussi ce que moi, je voulais de ce projet-là, de créer, de semer une graine à des jeunes, de dire, ben je peux faire des choses, C'est un modèle de franchise parfait. Ben oui, j'ai envoyé ça dans l'univers, en fait. Ouais. Là, ma fille, elle voudrait en partir un deuxième, puis tout ça. Puis là, on va respirer. Là, mais ces propriétaires-là du métro, ils ont 5 métros, puis ils ont dit, vous pouvez venir dans les 5 métros si vous voulez. Puis j'ai envoyé dans les airs qu'à un moment donné, que Métro m'appellerait pour acheter cette franchise-là, pour ajouter, comme il y a des sushis dans les métros. Oui, puis les michouis, les beignes. Non, mais c'est ça. Puis, c'est vraiment... C'est l'été, là, puis le gars à qui on a acheté la machine de crème glacée, il dit, dans la vie, il y a les Canadiens, les Québécois, là, il dit, il y a les Canadiens, le camping, puis la molle. Fait que... Mais c'est vrai que le monde consomme de la crème glacée, de la molle. Incroyable. Pour de vrai... il y a des soirées, là, il y avait des line-up, mais tu vas à Iconoglace pour pas le nommer, tu vas, j'ai ma crèmerie pas loin de chez nous, puis tu y vas? Quand on y va, il y a des line-up, puis t'attends, puis c'est pas grave. Tout le monde attend patiemment pour non, mais ça, c'est fou, ça molle. Non, mais pense-y, c'est un des seuls commerces que les gens vont attendre sans chialer. Mm-hmm. Puis pendant la pandémie, là, il y avait comme 1 mètre entre chaque monde, puis ça faisait le tour du bloc au complet, puis le monde était tout là pareil. C'est ça. Fait que who knows où la vie va m'amener, mais j'aime vraiment ce projet de Sim comptoir glacé. J'aime ce que je fais avec ma fille. C'est quand même... Puis comment tu vois ça? Tu sais, pas trop lui piler sur les pieds, la laisser faire ses erreurs. Parce qu'en même temps aussi, c'est un projet que tu veux lui donner pour qu'elle développe son sens de l'entrepreneuriat. J'imagine que tu veux pas trop prendre le lead. Non. Comment tu gères ça? C'était une vraiment drôle question, là, parce que même pour la fermeture là, de la crèmerie, je me suis dit, je vais la laisser parce qu'à un moment donné, puis là, ça traîne. Là, c'est même pas final. Le container est encore là. Fait que là, il faut que je m'en occupe. Là, vous mettrez offline parce qu'elle va m'haïr que je dis ça, mais... je pensais j'ai donné, je suis assez consciente dans la vie et assez lucide, puis je suis pas un micromanage, j'ai été là quand on en avait besoin, puis elle a levé la main quand on en avait besoin. Des fois, je suis arrivée, puis les standards, puis c'est la MAPAC, c'est tout ça, là, la crèmerie, là, puis je suis arrivée, puis je suis comme là, les filles, ça marche pas. Là. MAPAC, là. Non, c'est ça, on a même eu une inspection de Revenu Québec, là, genre, j'étais comme, OK, les boys, avec leur batch, genre, Revenu Québec, j'étais comme, ça... C'est beau, on prend les cartes. Non, mais, j'étais toute legit, là, fait qu'il y a pas de problème, mais... Je pense vraiment que j'y ai laissé la place qu'elle avait. J'étais là au bon moment. Puis, tu sais, à un moment donné, quand j'ai senti qu'elle contrôlait l'affaire puis qu'on avait pas mal fait le cycle des petits pépins qui pouvaient arriver, je me suis... Tu sais, le mois d'août, là, elle l'a fait pas mal tout seul. J'ai moins travaillé, là. J'y ai laissé la place d'apprendre aussi. Puis, à un moment donné, elle a oublié de commander de la crème glacée. Ben, tu sais, une crèmerie, pas de crème glacée... ça va mal, hein? Mm-hmm. Fait que fallu qu'elle se débrouille. Mais félicitations, c'est une expérience
mère-fille extraordinaire. C'est des vraiment. belles leçons. Je serais chanceuse d'avoir une mère qui fait ça pour elle. Ben, je pense que je suis chanceuse d'avoir une fille comme ça, là, tu sais, fait que... Qui embarque aussi, tu sais, Ouais, c'est ça ça. va être c'est une très, très, très belle histoire. Exact. Oui, c'est l'est. Puis, tu sais, comme je te disais, il y a eu beaucoup d'encre et de mots qui ont coulé autour de cette histoire-là, là, parce qu'en plus, elle est charismatique, là, puis elle jase avec le monde. Puis, tu sais, le monde venait prendre des selfies avec elle cet été, là. C'était comme la mascotte, là, genre, où Simone, nanana, il voulait parler. C'était quand même très drôle. Cool. Moi, j'étais rendue la mère de Simone. Puis Simone, c'était pas ma fille, tu comprends? Tu sais, comme, je sais pas si ça t'est arrivé que... Ah, t'es le fils de Pierre ou non, Pierre est le père de Léo. Tu sais, il y a comme une différence à un moment donné dans la vie, là. Puis cet été, j'étais rendue la mère de Simone. Tu suivais derrière. Ouais, c'est ça. C'est moi la mère. C'était pas ma fille, c'est moi la mère. C'est bien correct. Ouais, c'est bien cool. Parle-moi un petit peu de, justement, deux business, 3 business, 2 business et demi. Ouais. C'est beaucoup à gérer, beaucoup de stress, beaucoup de drame, beaucoup de chaos, c'est ça les business, beaucoup de risques. Rapidement, as-tu un protocole ou un code que tu suis ou des leçons que tu as eues dans ton expérience qui t'ont appris à mieux gérer tout ça dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je dirais que ma réponse va être quand même décevante, là, parce que... Mais... je te dirais que moi, je sais pas comment je fais ça, mais je travaille pas vraiment le week-end. Moi, comme le week-end, c'est le week-end. Mm-hmm. Genre, je profite. J'ai comme une façon de segmenter dans ma tête, là, de dire ça, c'est la business. C'est sûr que, comme toi, la tête, elle roule tout le temps un petit peu, puis je me lève, puis j'ai un flash, mais faut vraiment qu'il y ait une urgence pour que j'ouvre mon laptop la fin de semaine puis que je travaille. Moi, comme les week-ends, je déconnecte. La même chose. J'ai cette facilité de, quand je déconnecte, je déconnecte. Fait que ça, je pense que c'est important. C'est ce qui te permet de recharger tes batteries. C'est sûr que ma tête a tout le temps 1 million d'idées, puis là, non, mais j'essaie de laisser ça la semaine. Fait que mes week-ends avec mes amis, avec ma fille, avec mon chum, je pense que ça, comme ça reste balancé. Puis souvent, les gens ils me disent « Mais comment tu fais pour en faire autant? » Puis je pense que moi, j'ai comme une devise, plus que tu es occupé, plus que tu peux en faire. Là. Je pense que c'est vrai. Tu finis par prendre des décisions plus rapidement. Oui, des décisions plus rapidement. Tu es organisé. Tu sais, dans ma tête, ça va vite. Puis, tu sais, je travaille en étroite collaboration avec une de mes collègues. Puis, une chance qu'elle comprend mon cerveau, là, parce que des fois, je passe de là à là, puis tu me dirais, Marie, t'es TDA, là, genre... mais c'est parce qu'il se passe tellement de choses, mais comme j'ai la chance d'avoir cette collègue-là avec qui on travaille quotidiennement, puis qui suit mon cerveau, là... mais j'ai pas de routine, là, tu sais, j'aimerais dire, je médite, je yogate. Non, je fais pas ça, tu sais, je fais du sport. Je consomme pas beaucoup d'alcool, tu sais, je fais attention à mon alimentation. Je pense que c'est important, là, tu sais, la santé, là, juste avoir une hygiène de vie solide, là, mettons, là, une discipline, mais sans aller dans l'extrême non plus, là, tu sais. Mais ça n'a pas besoin d'être hyper complexe, mais tu le dis, tu es aligné. Ouais. Tu tripes sur ce que tu fais. Ouais. Puis ça prend du temps, ça prend plusieurs essais pour y arriver, mais quand tu le réussis, puis tu as commencé l'entrevue en le disant, je pense que là, c'est là que ça coule. Ouais. Puis tu gères tout mieux, ton énergie, le stress, l'excitation, tout est un peu mieux balancé quand tu es sur ton X. Puis tu l'es. Oui, tout à fait. Puis tu sais, je pense que dans la vie aussi, des fois, tu manges des coups, là, puis là, tu te dis pourquoi, mais ça te permet d'en gérer plus après aussi. Là. Tu sais, je dirais, de l'adversité, j'en ai fait face dans ma vie, autant professionnelle que personnelle, dans mon parcours. Puis aujourd'hui, ben, ça me permet de le gérer de façon plus zen, là, tu sais, avec du recul. Cool. On va passer aux questions de la fin. Okay. Notre entrevue tire à sa fin. Premièrement, y a-tu des livres, des podcasts, des cours, quelque chose qui t'a marqué dans la vie que tu pourrais facilement partager en ce moment
Allez lire ça, allez écouter ça. Ouais. Moi, ça m'a marqué. En fait, j'ai suivi, puis tu sais, c'est mon amie aujourd'hui, puis c'est une cliente chez OPC en plus, puis du Bungalow, avec Cléo Maheu. Fait que je dis allô à Cléo, qui, elle, ça s'appelle Hypercroissance. Je sais pas si tu connais ça. Je t'invite, puis là, je vais pas raconter tout son parcours, là, mais je t'invite, ou je vous invite à aller voir ça. Puis Hypercroissance, c'est un... Ça s'appelle Hypercroissance. Elle a fait soit de l'accompagnement personnel, l'accompagnement de business, puis elle a fait des formations aussi, là, des masterclass, puis elle a un sprint, là, quelque chose qui dure une semaine, là, fait que ça, c'est puis elle a des livres associés qu'elle a acheté les droits d'auteur américains, puis elle a les droits d'auteur pour avoir tout traduit ça. Puis là, je voudrais pas induire là, tout ce que je dis, là, mais elle a comme Mon masque d'oxygène en premier, elle a le livre Hypercroissance, puis elle a un autre livre. Fait que ça, il y a vraiment des bons outils là-dedans. Même Mon masque d'oxygène en premier, je sais pas si tu as déjà lu ça, mais... ça le dit, là. Ouais. Comme toi, Before Everything Else, là. Mm-hmm. Fait que un petit salut à Cléo pour ça. J'écoute des podcasts dans la voiture parce que, comme j'ai dit, j'habite à Prévost. Fait que quand j'ai à Montréal, je mets des podcasts. De ce temps-ci, j'écoute Un café avec Judith Fetzer. Moi, j'écoute des choses québécoises, là. Je suis pas trop dans l'American style. Fait que j'écoute ça. Il y en a quelques-uns là, de super intéressants sur... Ces podcasts à elle sont autant sur la croissance personnelle que l'entrepreneuriat. Là. Okay. Fait que dernièrement, j'en ai écouté 2 là, sur la gestion des émotions, justement, la gestion des relations. Il y en a un autre, puis c'est un de mes amis qui est allé à son podcast puis que j'aime aussi beaucoup, qui fait partie de mon réseau professionnel, Gaëtan Namouric, là, qui a écrit un livre qui a dit « Ce que vous avez à dire n'intéresse personne ». Tu liras ça aussi, c'est vraiment intéressant. C'est l'art du pitch. C'est comment aller pitcher vos projets, comment convaincre les gens, puis tout ça. Là. Fait que ça, je te dirais, là, c'est mon inspiration du moment. Là, si tu me demandais qu'est-ce que je lis de ce temps-ci, là, parce que je pense qu'on pourrait s'étendre longtemps sur des lectures et des podcasts. Puis, tu avais une autre question. Tu m'as posé une autre question par rapport... est-ce que c'était juste ça, livres et podcasts? Non, dans le fond, si tu avais du contenu à partager, des incontournables selon toi. Puis, tu sais, c'est sûr que j'en ai en événementiel, là, mais après ça, vous me contacterez si vous voulez du contenu événementiel. Oui. Profitons-en. Si les gens veulent te rejoindre, c'est quoi la façon la plus facile? Tu sais, par LinkedIn, je suis pas mal, je regarde quand même souvent ma messagerie LinkedIn. Je pense que c'est ce qui est le plus facile, là, sinon que je donne mon adresse courriel avec mon prénom, c'est peut-être compliqué. Fait que LinkedIn reste la meilleure façon, je pense, de me rejoindre. Puis, avant de te poser ma toute dernière question, je t'inviterais, si tu as quelqu'un en tête, à nominer que tu juges serait un ou une bonne invitée sur ce podcast-là. En fait, j'ai envie de nominer mon amie Sophie Ducharme. Sophie Ducharme. Oui. Puis Sophie, je l'adore, là, c'est une personne super colorée. Elle est notaire émérite. OK. Mais qui ne travaille plus en notariat. Elle travaille dans les banques, à la caisse et à la banque, dans la culture d'entreprise puis la transformation organisationnelle. Nice. Et elle est aussi présidente du conseil d'administration de l'École nationale de l'humour. Fait que ça fait, je ne sais pas si tu vois le mix de personnes qu'elle est, là. Banques à l'humour. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Puis elle dit souvent, le monde n'y comprenne pas pourquoi je travaille. Comme quand je leur dis que je travaille dans une banque, ils sont comme, non, tu ne travailles pas dans une banque parce que sa personnalité, mais tu sais, elle est haut placée, puis elle a fait des choses vraiment fantastiques. Fait que je nominerais Sophie Ducharme pour venir prendre ma place ici puis te raconter son histoire. Ben écoute, ça serait volontiers de ce que tu me décris. Ça parler peut-être même d'immobilier, dans le sens que c'est ça. Elle a un background de notaire. Ben merci pour ça. Et puis, ma toute dernière question, je la vole à Tim Ferriss, mon podcast favori. Si tu pouvais écrire un message sur un billboard virtuel que toute la planète pouvait voir, un message que tu envoies à l'univers, qu'est-ce que tu écrirais? Je vais dire ma devise que je dis souvent à mes employés, puis tu me demanderais ça, puis ils le diraient. Là. Moi, ma phrase, ma devise, c'est « Fake it till you make it ». C'est vraiment ma devise. J'adore.
personnelle, professionnelle. Puis, tu sais, oui, il y a la portion de gestion de risque là-dedans, là, mais je pense qu'elle me représente bien. Puis, je dis souvent ça à ma fille, à mon chum, à n'importe quoi. Fake it till you make it. Un grand merci, Marie-Chou. C'était super plaisir. Cool comme entrevue. Puis, je suis très impressionné par tout ce que tu brasses. Don't be. Je suis content. Moi, je suis impressionnée par vous, les garçons. C'est vrai, je disais ça. Oh mon Dieu, ils font ça, ils sont cool. Puis, c'est vrai. Toi? Ben, merci. Non, mais c'est vrai. OK, voilà. Notre podcast est propulsé par le CIQ, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, là où tout a commencé pour nous. Utilisez le code promo VisionDev sur leur site web pour des rabais exclusifs. Alors, voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite à la prochaine, puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.